Anouchka est arrivée, on peut y aller, c'est ça? C'est bon, t'es à l'aise? Bonsoir à tous. On m'a demandé de vous accueillir, ce que je fais très volontiers. Donc vous êtes tous les bienvenus à l'Oncopole dans notre amphithéâtre. On me dit que c'est la première fois qu'on a une réunion de chirurgiens dentistes à l'Oncopole. Donc voilà. On me dit qu'il va y avoir le teasing de ce qui va se passer la semaine prochaine et que vous serez donc en train de participer à une avant-première. Donc voilà, enfin, tout est absolument génial. Vous êtes venu à l'Oncopole, mais qui est probablement un établissement que vous connaissez déjà pour beaucoup d'entre vous, moins de réputation, ou parce que malheureusement, quelqu'un que vous connaissez a dû être soigné ici. Donc l'Oncopole est en France un prototype ou ce qu'on appelle en anglais un Cancer Comprehensive Center, c'est-à-dire un hôpital qui a pour objectif de soigner, d'enseigner et de chercher, a été construit et fait fonctionner ensemble des équipes de praticiens du CHU de Toulouse, des équipes de praticiens et de soignants en général du Centre de lutte contre le cancer, qui s'appelle Claudius Regaud, et bien entendu les équipes de recherche de l'INSERM, du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Donc tout ça, c'est l'Oncopole. Aujourd'hui, c'est 2000 personnes qui travaillent ici. Pour simplifier, 1500 soignent et 500 cherchent. Alors, bien entendu, il y en a qui soignent et cherchent, certains qui cherchent et soignent, certains ne font que soigner, d'autres ne font que chercher, mais ils travaillent tous ensemble. Ça se passe plutôt bien. On est assez heureux de nos bilans et un peu triste d'avoir autant de patients à prendre en charge, puisque l'Oncopole, qui n'a que 10 ans d'existence, a déjà une file active de patients dont on doit s'occuper, qui a dépassé l'année dernière le nombre de 40 000 patients dont on doit s'occuper. Donc on a besoin naturellement que les gens ici restent motivés, mais que tous les collègues avec lesquels on travaille dans la région sachent ce qu'on fait et participent le mieux possible à ce qu'on essaie de faire. Et par exemple, ce que fait l'équipe ORL au sens large ici, c'est typiquement le cœur de notre mission. On prend en charge des patients qui ont des cancers de la tête et du cou, donc ça vous le savez, et c'est quelques aspects que ceux qui ont organisé cette soirée vont mettre en avant, en particulier des sujets qui vous intéressent en premier lieu. Mais notre recherche, elle est toujours organisée d'une façon particulière. Il y a toujours de la recherche en soins. Et donc, on essaie toujours d'améliorer le quotidien des patients. On a, par exemple, en matière de recherche clinique, des programmes sur ce qu'on appelle la préhabilitation. C'est, par exemple, essayer de faire en sorte que les patients, avant qu'ils soient pris en charge par nos collègues chirurgiens, qui sont brillants, mais qui parfois font des interventions chirurgicales un peu compliquées, surtout Agnès, puissent être dans le meilleur état de forme possible avant de démarrer leurs interventions. Je ne vais pas vous citer tous les programmes, mais en matière de recherche clinique, on s'occupe aussi de l'après-cancer et du suivi de ces patients, en particulier en faisant des choses comme monter des réseaux spécialisés d'orthophonie à l'échelle régionale pour faire en sorte que les patients on puisse faire des diagnostics les plus précis concernant ce qui va se passer avant l'intervention, ce qui se passe après et comment les amener à avoir des réhabilitations les plus opérationnelles possibles. Je signale pas sur les aspects diagnostiques ce dont Emmanuel et Delphine vont vous parler ce soir. On fait beaucoup aussi de recherche qu'on appelle transactionnelle, ou qui est entre le laboratoire et la clinique. Anouchka, qui va parler, ne dira pas qu'elle fait de la recherche dans le domaine de la radiothérapie pour essayer d'améliorer la façon dont on utilise les rayons. Notre reine Agnès est aussi une chercheuse brillante dans le domaine des matériaux pour essayer de faire en sorte que les patients cicatrisent le mieux possible après les interventions chirurgicales. Je simplifie naturellement beaucoup.
Et puis on fait aussi de la recherche qui va un peu plus vers le fondamental. Je ne sais pas si Victor passe ce soir ou voilà. Donc on a des jeunes médecins qui essaient de comprendre comment notre système immunitaire répond bien ou pas bien pour les cancers induits par HPV. Vous pouvez aussi en croiser dans vos cabinets quand vous voyez un truc bizarre sur l'amygdale. Et puis aussi de la recherche très, très fondamentale. Donc, par exemple, je m'occupe pour essayer de comprendre comment le système immunitaire fonctionne contre les cancers ORL et essayer un jour peut-être de vacciner les patients pour qu'ils ne rechutent pas. C'est globalement bien s'occuper des patients jusqu'à faire de la recherche fondamentale, qui est la mission prioritaire de l'Oncopole, que je devais vous présenter en quelques mots sans être trop long ni trop bavard, et en laissant du temps pour vous présenter la soirée Rouge-Gorge. Je viens d'essayer de le faire en quelques minutes. Et après, je laisse la parole au professeur Sébastien Vergès qui va vous expliquer le programme Rouge-Gorge et dire un mot sur ce qui va se passer ce soir. C'est ça, Sébastien? J'ai bien compris? En tout cas, bonne soirée à tous et merci d'être là. Et encore une fois, vous êtes super bienvenus. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence. Je suis vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir, de savoir qu'il y a aussi du monde connecté. J'avais très à cœur que cette conférence ait lieu et j'ai quelques remerciements à faire. Je voudrais remercier Emmanuel et Marie-Pierre d'avoir accepté de prendre cette conférence à bras-le-corps. Je tiens à remercier toutes les oratrices qui vont intervenir dans la soirée. L'équipe de com de l'Oncopole d'avoir mis en place cette soirée. Et puis je voudrais remercier aussi toutes les personnes et qui nous ont permis de diffuser cette information, parce que c'était pas simple pour nous de pouvoir toucher chacun de vous et vous informer sur cette conférence. En fait, nous souhaitions que cette conférence ait lieu parce que, à titre personnel, et je pense que vous l'êtes tous aussi, je suis convaincu que le chirurgien dentiste a un rôle majeur à jouer dans la prise en charge des patients atteints de cancer de la tête et du cou. L'impact du chirurgien dentiste est majeur sur le plan du pronostic oncologique en détectant des lésions précoces, en participant au suivi d'un patient qui a déjà eu un cancer ORL, et aussi sur le pronostic fonctionnel en nous aidant dans la gestion périthérapeutique des patients et dans leur suivi, ainsi que dans leur réhabilitation après tout ce qu'on va leur faire. Et donc c'est un peu tout ça qu'on va discuter ce soir, et le choix de faire cette conférence ce soir n'est pas parfaitement anodin. C'est synchronisé avec la campagne Rouge-Gorge. Et tu parlais d'avant-première. C'est en fait officiellement le coup d'envoi de cette deuxième édition de la campagne Rouge-Gorge, c'est lundi. Et ça va durer une semaine. Alors vous connaissez Octobre Rose, Mars Bleu maintenant. Et bien nous, les ORL, la Société française de cancérologie cervico-faciale, que j'ai la chance de présider cette année, a eu cette initiative de faire la même chose pour promouvoir l'information et la sensibilisation sur les cancers ORL qui sont trop méconnus. Alors sur la forme, il va y avoir des campagnes de presse. On a déjà commencé à bien matraquer les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez déjà vu, et on va continuer la semaine prochaine. Il y a des webinaires qui sont organisés sur le plan national, des conférences sont organisées comme celle-ci. Donc ce soir avec nos amis chirurgiens dentistes. La semaine prochaine, il y aura des conférences pour les patients, les aidants, une autre pour le personnel de l'Oncopole du CHU de Toulouse. Voilà. Et puis on va aussi organiser des consultations de dépistage. Il y en a une chaque après-midi la semaine prochaine à l'hôpital Larrey. Si vous avez des patients qui ont des symptômes qui traînent, et on va rentrer dans le détail des signes qui alertent, eh bien vous pouvez les adresser à la consultation à Larrey la semaine prochaine. On ouvre des créneaux spécifiques pour cela. Sur le fond, il y a deux messages forts dans cette campagne. Le premier, c'est les facteurs de risque. Tout le monde connaît l'implication du tabac dans la survenue des cancers de la bouche et de la gorge, qu'on soit soignant, qu'on soit patient, qu'on soit fumeur. C'est écrit sur tous les paquets de cigarettes, il paraît. Eh bien, on sait que ce risque est élevé lorsque l'on est tabagique. Boire aussi, on sait que l'alcool est un facteur de risque reconnu des cancers de la bouche et de la gorge. Et la conjonction des deux n'est pas juste additive, elle est cumulative, synergique, et ça potentialise beaucoup les effets cancérigènes de chacun des facteurs. Ce qui est moins connu, c'est l'implication du papillomavirus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on explique, parce que peu de gens savent que, d'abord, il y a des cancers de la gorge provoqués par ce papillomavirus. Ce sont généralement des cancers de l'amygdale, du voile ou de la base de langue, donc que l'on peut voir en ouvrant la bouche quand on examine les patients. Et donc, le chirurgien dentiste peut être un premier relais pour détecter ces cancers-là, qui surviennent chez des gens qui, des fois, ne sont pas fumeurs ou buveurs,
qui sont des patients qui sont des fois plus jeunes que ceux qu'on a l'habitude d'avoir avec des cancers ORL, et qui se présentent facilement avec une boule dans le cou, c'est-à-dire un ganglion qui conduit au diagnostic, à la consultation chez le généraliste, chez le chirurgien dentiste traitant ou chez un autre soignant. Et donc voilà, un des messages forts de cette campagne, c'est qu'on peut détecter des cancers de l'amygdale, du voile, de la base de langue chez des gens qui n'ont jamais bu, jamais fumé et qui n'ont pas le profil habituel des patients qui ont un cancer ORL. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un vaccin. Et si la vaccination était plus appliquée et plus diffusée, eh bien on a l'espoir, en tout cas nous les ORL, nous sommes vraiment nous croyons fermement en l'intérêt de cette vaccination pour diminuer l'incidence des cancers oropharyngés HPV induits. Le deuxième message, après les facteurs de risque, c'est celui des signes qui alertent. Et on a eu l'idée, avec le comité ORL et avec l'équipe de l'Oncopole, l'équipe de la com de l'Oncopole, de faire un spot. Il y a quelques mois, on voulait inonder les réseaux sociaux d'une petite séquence vidéo. Vous avez peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, mais on s'apprête à la diffuser tout de suite, pour alerter pour donner les signes qui alertent et qui doivent conduire à une consultation. Je vous projette ça tout de suite. C'est pas très long. C'est l'histoire du plus vieux lion du zoo de Marseille. Oui, bon, bah, évidemment, il est vieux, tu vois. Et bon, quand même, c'est un lion qui a un peu d'allure, tu vois. Tu vois la crinière, là? Allez. Et alors? Et là, il prend sa retraite en Afrique, tu vois. Et là, il se promène, là. Et il tombe sur un zèbre. Oh! Pyjama! Oh! Pyjama, qui c'est le roi des animaux? Le zèbre. Oui. C'est toi le lion? C'est toi? Eh bien sûr que c'est moi. Et là, il voit une porte qui pique. Oh! Paillasson! Oh! Paillasson! Qui c'est le roi des animaux, hein? Qui c'est? Ah, c'est toi le lion, c'est toi. Ah, bien sûr que c'est moi. Punaise! Et là, pop, et là. Voilà. Ça plombe un peu. Hein. Je suis désolé, hein, parce que là, on partait sur un bon... Mais ça plombe un peu, mais on va rebondir. C'était l'intérêt de diffuser ces messages un peu alarmistes, parce qu'en fait, ces cancers-là, si on les détecte tôt, eh bien, le taux de guérison est hyper élevé. Le taux de guérison peut avoisiner les 90%. Malheureusement, la majorité de nos patients sont détectés trop tardivement. Et donc, fatalement, le pronostic en est grévé. Donc, dans cette campagne, on a plusieurs slogans. On va écharper les cancers ORL. Un symptôme 3 semaines, je consulte à tous les coups. Il faut tordre le cou au cancer ORL. Voilà, le message, c'est un symptôme ORL qui dure plus de 3 semaines. Il faut consulter. Et souvent, c'est un chirurgien dentiste qui sera consulté le premier. Et on va pouvoir ce soir développer tout cela. Sans plus attendre, je vais pouvoir céder le micro à Delphine et Emmanuel pour cette première communication. Merci. Bonsoir à tous, merci Sébastien pour cette introduction. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec effectivement les cancers de cavité buccale et l'examen. Alors cancer de cavité orale en fait, pour reprendre quelques données générales, on comprend dans le cancer de cavité orale les cancers de la lèvre et de la cavité buccale et ils occupent le 16e rang des cancers les plus répandus dans le monde avec 355 000 nouveaux cas par an. 2 tiers des cas sont présents dans les pays développés et fait notable, on va observer une augmentation de l'incidence chez les moins de 45 ans. Plus de 90% sont des carcinomes épidermoïdes et il y a un risque 2 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Alors effectivement, on a parlé de facteurs de risque de cancer ORL. Moi, je vais refaire un petit point sur les facteurs de risque identifiés plus précisément des cancers de cavité orale. Alors bien sûr, alcool et tabac, on le sait tous, qui sont les principaux facteurs de risque de cancer de cavité orale, avec un effet synergique en cas d'association.
Il y a aussi l'âge, bien sûr, puisque l'âge est un facteur de cancer. Plus on vieillit, plus on s'expose à un risque de cancer. Les rayonnements UV, qui sont responsables du développement de cancer de lèvres. Et puis, les lésions à potentiel malin, je laisserai Marie-Pierre nous en parler tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cela. Le HPV, je fais juste un petit focus HPV, puisque tu en as bien parlé, Sébastien. Mais il est aussi, alors on a cette connaissance des cancers HPV induits qui vont atteindre base de langue et amygdale, mais on retrouve aussi, quand on reprend certaines revues, de l'ADN de HPV présent dans 20 à 30% des cancers de cavité orale. L'imputabilité de l'HPV-16 est retrouvée dans la transformation maligne de dysplasie épithéliale buccale, et on peut être amené, nous, à observer des lésions de gencives, de plancher buccal ou de face ventrale de langue qui sont HPV induites. Enfin, un effet synergique, là encore, entre HPV-16 et tabagisme. Tout ça pour dire que, bien sûr, il faut promouvoir la vaccination. Quand on est en consultation avec nos patients, les inviter à réfléchir à la vaccination de leurs enfants. En tout cas, essayer de relayer ce discours de santé publique hyper important. Alors la problématique, c'est ça, c'est qu'en fait 60% des patients atteints de cancer de cavité orale sont diagnostiqués à un stade avancé. Alors pourquoi? Il y a probablement un manque de sensibilisation de la population générale, notamment sur les signes débutants ou des espèces de fausses croyances, à dire par exemple un cancer ça fait pas mal. S'il y a un cancer au stade débutant, ça peut faire mal en fonction de la localisation. Dire aussi qu'un aphte peut durer 2 mois. Non, un aphte ne dure pas 2 mois. Une ulcération qui dure plus de 3 semaines nécessite un avis d'un professionnel et idéalement de nous en premier. Il y a probablement aussi un manque de connaissance de certains facteurs de risque. Je pense notamment à certains patients qu'on est amené à voir qui ont des lichen plans et qui ignorent qu'il y a un risque de transformation maligne de ce type de lésion. Alors certes pas très élevé, mais quand même. Et donc cela nécessite un suivi. Et il y a pour certains de nos patients un manque d'information à ce sujet, un manque de connaissances. Ou alors que le tabac fait simplement des cancers du poumon et pas des cancers de la cavité buccale. Et puis il y a quand même un problème de parcours des patients et d'identification des professionnels de santé ressources, ou en tout cas compétents. Je crois qu'en 2025, les chirurgiens dentistes ne sont toujours pas les premiers relais qui sont sollicités en termes de recours pour identifier des lésions orales. Et ça, il faut qu'on travaille à être meilleur là-dessus. Donc, il y a des consultations qui sont tardives, des problèmes de prise en charge des facteurs de risque. Et puis, finalement, on n'oriente pas bien les patients. On peut les orienter vers du sevrage tabagique. On peut parler de tous ces facteurs de risque-là. Des défauts de prise en charge spécifiques. Je pense encore aux lésions à potentiel malin qui nécessitent un suivi particulier pour certaines d'entre elles. Et puis, plus globalement, un problème de dépistage. Alors, le dépistage de cancer de cavité buccale, qui le fait comment? Il n'y a pas de dépistage organisé en France sur le cancer de la cavité orale. Donc, qui sont les praticiens les plus à même de dépister? C'est nous. Voilà. Comment? Eh bien, par un examen clinique systématique qui doit être réitéré chez tous les patients, que ce soit des patients avec facteur de risque ou sans. Et le dépistage, il est très facile, en fait. C'est un examen visuel, une palpation. Alors, c'est sûr que prendre l'habitude de palper un cou, ça nous permet, à un moment donné, de sentir un jour, chez un patient lambda, une masse qui d'habitude n'est pas là. Donc, ça nous permet de faire un dépistage opportuniste d'un ganglion qui peut être évocateur donc d'une lésion maligne. Pardon. Et puis, les objectifs de cet examen, ça va être pas forcément de poser un diagnostic, on ne sait pas toujours ce qu'a le patient. En revanche, on sait dire que c'est une anomalie. Et notre boulot, ça va être de relier cette anomalie à une cause potentielle. Et idéalement, effectivement, pour arriver à identifier la cause, eh bien, il faut faire une biopsie. Alors, si on se sent capable de la faire très bien, si on ne se sent pas, il faut orienter vers un spécialiste. Mais il faut quand même garder en tête que la biopsie est un geste qui est quand même très simple, un geste technique très simple, et que vous faites dans vos cabinets, chacun d'entre vous, des choses bien plus compliquées que biopsier une muqueuse buccale. Alors, il y a des critères cliniques d'orientation diagnostique. Alors, la dia est peut-être un peu chargée, mais globalement, on va avoir des critères cliniques qui vont nous permettre de nous orienter vers du bénin ou du malin.
Typiquement, quand on s'intéresse à l'aspect d'une lésion, eh bien, une lésion bénigne, ça va être plutôt une lésion qui est bien contourée, bien délimitée, qui a une couleur rosée ou voilà proche de la muqueuse normale, qui a un état de surface relativement lisse ou plutôt homogène. Quoi qu'il en soit, voilà, le terme clé, c'est ça, c'est l'homogénéité de surface, de couleur, de contour, de forme. À l'inverse, une lésion qui va devoir éveiller notre attention, c'est une lésion qui est plutôt inhomogène, que ce soit en coloration, en état de surface, les contours, un aspect un peu mixte avec un fond un peu nécrotique, des bords surélevés. Tout ça, ça doit nous faire tilter sur... voilà, il doit y avoir quelque chose dessous à investiguer. Pour les symptômes, c'est variable. On peut avoir des lésions bénignes qui sont complètement asymptomatiques et d'autres qui, au contraire, font assez mal. Un aphte, ça peut faire très mal en fonction de l'endroit où c'est placé. Pour les lésions malignes, je répète, la douleur, voilà, dans l'inconscient collectif, on a toujours entendu dire que un cancer débutant, ça fait pas mal, ce qui n'est pas exact. Ça dépend, je répète, de la localisation. Et puis, il y a des signes d'accompagnement, que ce soit des grosseurs dans le cou, ou alors une otalgie réflexe, ou un saignement, une mobilité, quelque chose là qui doit nous alerter. Pour la localisation, les lésions bénignes, à peu de choses près, elles sont ubiquitaires. Les lésions malignes, elles peuvent aussi se localiser un peu partout dans la cavité orale, mais ça va être surtout la langue et le plancher buccal. Pour la consistance, on aura d'un côté quelque chose de plutôt mou ou aller ferme, en tout cas pas adhérent au plan profond. En revanche, sur le volet malin, ça sera quelque chose de plus infiltré, plus induré, plus adhérent au plan profond. Et enfin, sur l'évolution, les lésions bénignes, elles ont tendance à croître lentement ou alors à involuer. Au pire, elles persistent sans trop de modification de leur aspect. Dans tous les cas, elles n'envahissent pas tellement les tissus avoisinants. En revanche, une lésion maligne, ça va être une lésion qui persiste, qui se modifie dans le temps, qui évolue toujours et qui a une absence de guérison dans un délai raisonnable, ou en tout cas dans le délai qu'on escompte en fonction du traitement qu'on a mis en place. Alors typiquement ici, quelle est la lésion maligne? Est-ce qu'il s'agit de la lésion de gauche qui est finalement une ulcération bien circonscrite avec un liseré périphérique blanchâtre? Ou est-ce que c'est la lésion de droite qui est une ulcération un peu plus creusante avec un contour un peu plus difficile à délimiter? La lésion de gauche, on a retenu l'imputabilité d'une dent qui était abrasive à côté. Donc on est en mode automatique, on identifie une dent, donc on règle le problème de la cause traumatique et puis on vérifie 3 semaines après. Et 3 semaines après, la lésion avait totalement disparu. J'ai fait le même mode opératoire sur la lésion d'à côté et 3 semaines après, la lésion n'avait pas totalement disparu, elle était un peu modifiée. Donc ça a appelé un geste de biopsie. À la biopsie, on retrouve du carcinome infiltrant. Alors c'était un stade débutant, mais l'expérience a permis de montrer que c'était malin. Ici, est-ce que c'est la lésion de gauche ou la lésion de droite? La lésion de gauche, c'est une lésion exophytique végétante qui a évolué relativement lentement, qui est plutôt étendue chez un patient sans facteur de risque. Et puis la lésion de droite, c'est une lésion qui a évolué très vite, qui saigne facilement au contact, qui génère une petite douleur et dont l'aspect tranche quand même avec la muqueuse avoisinante. Et là, la lésion maligne, c'est la lésion de gauche. Le carcinome épidermoïde, il est à gauche. Et à droite, c'est un granulome pyogénique qui mime souvent les lésions de carcinome épidermoïque. Donc là encore, c'est la biopsie qui a permis de révéler le diagnostic. Et enfin, sur ces 2 pigmentations de découverte fortuite qui sont uniques, localisées sur une zone qu'on n'aime pas trop, pigmentation unique sur le palais, il faut activer le warning un peu de risque de mélanome. Eh bien, la lésion de gauche qui est plutôt marron, brune, n'est pas extrêmement homogène, mais enfin, elle n'est pas très inquiétante. Celle de droite est plus inhomogène, avec en son centre une partie bien noirâtre. Celle de gauche, c'est une lésion, une pigmentation chimio. Alors là, le contexte était un peu évocateur. C'est un patient qui est traité chez nous, qui a fait cette pigmentation en rapport avec une chimiothérapie inductrice. Et à droite, c'était un mélanome. Mais là encore, c'est la biopsie qui a permis de confirmer. Alors, il faut rester attentif à les signes cliniques, comme une lésion qui persiste sans cause locale identifiée. Une lésion qui est inhomogène doit activer un warning, une prudence, un trismus.
une douleur à l'oreille, un saignement, une mobilité dentaire, une langue qui se dévie quand on fait ouvrir la bouche au patient et tirer la langue, une infiltration périlésionnelle, une douleur mal systématisée qu'on n'arrive pas à rattacher à quoi que ce soit, et puis une modification d'aspect d'une lésion à potentiel malin. Voilà, l'ensemble de ces éléments cliniques sont importants à retenir. Alors là, je vais passer la parole à Delphine qui va nous expliquer comment on peut aussi, tout ça c'était notre travail à nous, mais comment aussi on peut sensibiliser les patients par rapport à leur santé et au cancer oral en particulier. Merci Emma. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, effectivement, nous avons vu le rôle essentiel du chirurgien dentiste dans la détection des signes qui doivent alerter. Voyons à présent comment ce rôle peut être renforcé par l'implication directe du patient à travers l'auto-examen de la cavité buccale. Alors, pourquoi promouvoir cet auto-examen? Eh bien, parce qu'il permet une détection visuelle possible des lésions de la muqueuse buccale. C'est une méthode qui est simple, qui est réalisée en quelques minutes par le patient, qui ne nécessite pas de matériel spécifique et qui peut être présenté à une majorité de patients. Les bénéfices de l'auto-examen ont été démontrés dans différentes études. Il est notamment un outil efficace pour la détection précoce des lésions de la muqueuse du buccal et donc il participe à l'amélioration du pronostic des cancers oraux. Il a également un impact sur la sensibilisation des comportements préventifs et il est souvent intégré ou il peut être intégré dans des programmes de santé publique ou des campagnes de prévention. Alors, comment se déroule cet auto-examen de la cavité buccale? Donc, on va rechercher des lésions au niveau de la muqueuse et il y a donc 6 étapes clés. Le patient va se positionner donc face à un miroir dans une pièce qui est suffisamment éclairée, donc par exemple dans la salle de bain, avec donc un éclairage suffisant, par exemple après le brossage des dents. Et il va donc réaliser à la fois une visualisation et une palpation, alors tout d'abord au niveau des lèvres, puis au niveau des gencives, des faces internes des joues, un examen de la langue au niveau de la face dorsale, de la face ventrale et des faces latérales, un examen au niveau du plancher de la bouche et du palais. Donc c'est une méthode qui est simple, qui est rapide à exécuter, qui ne nécessite pas de matériel spécifique et en termes de régularité, on conseille de le faire une fois par mois. Alors en pratique, comment nous pouvons aider les patients à intégrer cet auto-examen buccal dans leur routine? À quel moment finalement nous pouvons en parler avec eux? Eh bien, par exemple, dans le cadre des conseils d'hygiène bucco-dentaire qui sont délivrés par le praticien et son équipe, ça peut également être un lien et un levier pour parler des facteurs de risque des cancers oraux et on a une meilleure adhésion à l'auto-examen de la cavité buccale pour des patients qui présentent des facteurs de risque qu'Emmanuel vous a présenté tout à l'heure. Ça peut être aussi le moyen de diffusion de l'auto-examen de la cavité buccale par l'intermédiaire de supports visuels, de tutoriels, de flyers qui peuvent être mis à disposition dans la salle d'attente ou sur les sites internet. Donc à l'Oncopole, nous avons réalisé une vidéo de l'auto-examen avec le support d'Oral-B et nous vous partagerons donc après cette soirée et par l'intermédiaire de la cellule de communication, comme quand vous avez donc reçu les mails pour s'inscrire à cette soirée, vous aurez donc à la fois le lien et le QR code que vous pourrez donc utiliser directement et de manière libre. Donc en quoi consiste cette vidéo? Donc c'est une vidéo qui est à visée pédagogique pour sensibiliser donc les patients, qui comprend 3 temps. Une introduction avec pourquoi cet auto-examen est important, avec un descriptif assez succinct des cancers oraux, des facteurs de risque, un rappel évidemment que ça ne remplace en rien une consultation avec un professionnel, mais ça va permettre de détecter plus tôt des lésions et donc d'améliorer le pronostic de ces cancers. Ensuite, il y a une phase de démonstration, comment réaliser les gestes étape par étape. Et puis, il y a un message final qui, dans un premier temps, est plutôt rassurant puisque la majorité des lésions ne vont pas évoluer vers un cancer et sont bénignes. Et puis, des informations pour que faire en cas de doute, quand et qui consulter.
Donc cet outil peut être relayé dans vos cabinets, sur vos supports de communication et également aussi dans des campagnes de prévention. Et puis pour terminer cette première présentation, nous voulions donc avec Emmanuel dire quelques mots sur une prise en charge plus globale. Effectivement, nous avons vu le rôle essentiel du chirurgien dentiste dans la prévention des cancers oraux, sur l'aspect préventif, sur l'aspect orientation des patients vers des spécialistes, sur la réalisation des biopsies, puis l'orientation vers des spécialistes, mais également, une fois que le diagnostic de cancer oral est posé, le chirurgien dentiste a toujours un rôle important, évidemment, et notamment au moment avant le démarrage des traitements oncologiques, au moment des bilans initiaux, pendant les traitements oncologiques avec certaines toxicités orales qui peuvent apparaître et après les traitements dans le cas de la réhabilitation orale. Et nous avons souhaité, et de par aussi une demande accrue des praticiens et des patients, proposer la création d'un réseau de professionnels engagés dans la prévention des cancers oraux et de la prise en charge globale de ces patients. Donc à la fois un réseau qui permettrait de mieux communiquer entre les chirurgiens dentistes, les spécialistes, à viser donc évidemment de meilleures prises en charge pour les patients, aussi bien dans leur prise en charge orale, mais également aussi dans leur qualité de vie. Et pour pouvoir poser les premiers éléments et partir d'un état des lieux qui soit au plus près des situations concrètes du terrain, nous vous invitons à remplir un questionnaire qui prendra quelques minutes. Vous aurez également par la cellule de communication le lien et le QR code pour y répondre. Et ce lien sera actif jusqu'à fin avril. Il nous permettra aussi également de répondre à des demandes de formation, et notamment il y a eu des demandes de formation au niveau des biopsies, donc il y aura des nouveaux formats de formation présentés par Emmanuel à partir de septembre 2025, et puis aussi de prendre en compte donc les souhaits de formation ou d'information pour améliorer la prise en charge de ces patients. Merci de votre attention. Bonsoir à tous, merci à Oncopole, merci Sébastien et Emmanuel de m'avoir invité, puisque je ne fais pas partie de la maison, de m'avoir invité à parler de ces pathologies de la muqueuse buccale. Alors je dis mais en réalité je ne suis pas toute seule quand même dans l'affaire, puisque j'ai la chance de travailler dans une structure où on est plusieurs praticiens à prendre en charge toutes ces pathologies, tant osseuses que muqueuses. Et la chance aussi d'avoir, enfin c'est moi qui centralise, c'est vrai, les pathologies de la muqueuse, et du coup on a pu mettre en place des liens qui sont extrêmement fluides avec le service ORL d'Oncopole, ce qui est extrêmement confortable et rassurant parce que la prise en charge est extrêmement rapide et par des spécialistes au nord. Merci aussi parce que de faire le focus sur ces pathologies, parce que pas plus tard que ce matin, je lisais que la Société française de chirurgie orale a fait une étude révélant que près de 97% des chirurgiens dentistes, interrogés en tout cas, majoritairement des jeunes de moins de 15 ans d'exercice, ne voulaient pas prendre en charge, ne prenaient pas en charge ce type de pathologie ou ne savaient pas, parce qu'en réalité, elles n'avaient pas de ligne de conduite, elles ne savaient pas comment faire. Donc là, j'étais un peu rassurée parce que justement, le terme de ma présentation va être de vous montrer un arbre décisionnel. Et enfin, certains déclaraient ne pas faire d'examen de la muqueuse buccale parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça prend 1 minute, c'est vite fait, comme vous l'a dit Emmanuel, une bonne lumière, un abaisse-langue, c'est facile d'aller regarder un peu ce qui se passe un peu partout dans la bouche, ne serait-ce que faire la protraction linguale, la mobilité linguale. C'est pas grand-chose, ça prend quelques secondes, ça vous mettra pas en retard, mais ça peut avoir un grand impact. Donc Emmanuel me dit, focus, lésions sur les lésions orales à potentiel malin, 1 quart d'heure. Donc là, je n'aurai pas le temps de vous faire un cours de dermato, bien évidemment. Les lésions à risque, vous les connaissez.
la leucoplasie, la candidose chronique, toutes ces lésions que je vous présente, vous allez les voir dans la présentation. Mais le but, ça va être surtout de faire appel, un peu comme vous a dit Emmanuel, de focaliser sur les signes. On ne va pas vous demander de faire le diagnostic, c'est pas grave si vous ne faites pas le diagnostic, mais si déjà vous êtes alerté par les signes, vous ne pouvez pas mal faire, c'est pas possible. Donc ces signes, évidemment, c'est l'inhomogénéité, je vais pas revenir 50 ans dessus, la douleur, la lésion qui est mal limitée, surtout qui est indurée et qui saigne au contact. Cette diapo, elle peut paraître un peu banale, blabla, mais en fin de compte, c'est vraiment le fil conducteur. Le patient arrive, vous écoutez ses symptômes. Est-ce qu'il est gêné? Est-ce qu'il a mal? La façon des fois dans l'élocution, vous savez, malheureusement, vous allez annoncer une mauvaise nouvelle. Observez toute la bouche, je ne reviens pas dessus. La palpation, très important, puisque souvent c'est ça qui va vous aider à faire le diagnostic. Et quand je parle de persévérance, en fait c'est le suivi. La politique chez nous, c'est qu'en fait tant qu'une lésion n'a pas cicatrisé, ad integrum, on suit le patient. Alors il y a des lésions qui sont chroniques, des patients qui ont des maladies chroniques qu'on suit sur le long terme, sur des années. Mais tant que ça n'a pas cicatrisé, tant que le patient va pas bien, on ne laisse pas tomber, on ne lâche pas. C'est long, c'est chronophage, mais on ne lâche pas. Pour illustrer mon propos, cette jeune dame, 31 ans, aucun facteur de risque, est adressée parce que depuis 6 mois, elle a mal sur le bord de langue. Aucun facteur de risque, pas fumeuse, une bouche impeccable. Examen, je ne vois rien. Je vois rien. Cliniquement, je vois rien du tout. Donc je prends mon doigt, 3e étape, donc l'écoute, l'observation, je palpe. En palpant, systématiquement, quand je reviens sur le bord de la langue, elle a toujours mal au même endroit. Et à l'endroit où elle me fait aïe systématiquement, il y a une espèce de petite induration pierrique. Elle est caractéristique, là, l'induration du cancer, d'accord? C'est vraiment, c'est pierrique. Et ça me plaît pas du tout. Et comme cette dame venait, elle était adressée par un praticien qui était au-delà de Bordeaux, je la laisse pas repartir. Je dis, écoutez, on y va, j'enlève. Au doigt, je devine, c'est pas un cas récent, mais j'avais pas la presbytie à l'époque encore, mais je palpe, au doigt je trouve, j'enlève, et bien évidemment, un peu comme le cas que tu as montré tout à l'heure, carcinome épidermoïde. Donc ce que je veux dire par là, quand le patient vous dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal, il faut trouver pourquoi. Et 2, vraiment poussez votre examen avec ces 3 étapes, c'est tout bête, hein, mais ça vous permettra de faire le diagnostic ou de vous mettre la puce à l'oreille. Franchement, l'ulcération, là on la voit, parce que j'ai fait un gros plan, mais cliniquement, franchement, on ne voyait rien. Il y a d'autres lésions qui sont beaucoup plus évidentes. La leucokératose, cette lésion, elle est parfaitement visible, elle est absolument indolore, donc on n'a pas la douleur. Le patient ne veut pas continuer à vivre avec ça. Elle est inhomogène, assez bien limitée, pas de saignement, et souple, la base est complètement souple. Alors là, il y a 2 politiques. Soit c'est le wait and see, on surveille le patient, mais on sait très bien que ces leucokératoses-là, elles sont inhomogènes, ça va faire le lit du cancer. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous dites au patient, ben, vous revenez tous les ans, et le patient va revenir tous les ans. Et puis au bout de 5 ou 10 ans, vous allez dire, ah ben, ça y est, il y a le cancer. Non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la politique de la maison, donc ce truc-là, on enlève. Donc on enlève la lésion, mais on continue à le suivre. On va le suivre pendant 1 an, enfin au début tous les 6 mois, et puis au bout d'1 an, on a une première récidive qui est encore plus laide que la première lésion, mais qui reste toujours bénigne. On nous parle... pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Et au bout d'1 an de la 2e exérèse, on se retrouve encore avec la 3e image des lésions qui sont encore tout plus petites, chirurgie d'exérèse encore une fois, et depuis, pour l'instant, on n'a pas de récidive. Mais on continue à suivre. Là, la leucokératose de tout à l'heure, c'était évident, elle était vraiment très très laide. Lui, c'est pas joli non plus. Mais ce patient, il est adressé lui parce qu'il a un truc qui le gêne au niveau de la commission, qui le gêne. Donc à l'écoute, il souffre pas. Il est gêné à l'ouverture buccale. Il a 70 ans, aucune pathologie générale, mais c'est un gros fumeur. Donc son praticien nous l'adresse parce que la lésion ne lui plaît pas du tout. Effectivement, quand on observe, c'est bourgeonnant, c'est inhomogène, et franchement, ça a la tête du carcinome. Cependant, 3e étape,
on palpe. À la palpation, aucune induration. Aucune induration, ce qui, voilà, prime abord, m'a surprise, parce que franchement, je m'attendais à annoncer une mauvaise nouvelle à ce monsieur. Donc là, biopsie, pour affiner le diagnostic. Il se trouve que le diagnostic revient avec une candidose chronique. La candidose chronique, on l'a vu tout à l'heure, c'est une lésion précancéreuse. Obligatoire. Elle va faire le lit du cancer. Donc comme c'est une candidose chronique, la lésion est quand même assez étendue, on met en place un traitement. Donc au bout de 15 jours de traitement Péros, le patient répond bien, mais la lésion quand même tarde un peu à cicatriser. Donc pendant 4 mois, on traite le patient en Péros et en local avec des antifongiques parce que petit à petit, je le vois toutes les 3 semaines et la lésion régresse petit à petit, donc je suis confiante. Au bout de 4 mois, il reste une lésion qui ne veut pas au centre, qui ne cicatrise pas. C'est toujours pas induré, il a toujours pas mal, mais ça ne cicatrise pas. Donc là, on enlève. Et effectivement, à ce moment-là, c'était dysplasique. Et je l'ai adressé, il a fini entre les mains du docteur Dupré-Bory. Okay, on n'en était quand même qu'à la dysplasie. Donc, je voulais quand même vous montrer d'autres formes de candidose chronique, parce qu'elle est quand même vicieuse, et elle se met presque dans 10 cas sur 10 au niveau des commissures et chez le fumeur. Et elle peut paraître comme une petite kératose réactionnelle, mais c'est pas ça, d'accord? Donc, elle peut être exophytique ou pas. Elle peut être associée à ces lésions palatines caractéristiques de candidose aiguë en réalité. Donc on peut en avoir sur le palais, sur la langue. Mais attention, très souvent, c'est au niveau des commissures parce qu'elle aime bien la muqueuse non kératinisée, la candidose chronique. D'accord? Mais ça fait le lit du cancer, faites-y attention. Quand je parlais de cicatrisation ad integrum, là vous faites facilement le diagnostic d'une hyperplasie en feuillet de livre. C'est parfaitement bénin. Vous adaptez votre prothèse totale. Vous revoyez le patient au bout d'une semaine, photo de droite, ça cicatrise. Sauf que là, ce n'est pas complètement cicatrisé. Donc, je n'ai pas la science infuse, je ne veux pas vous donner de grands conseils, mais pour moi, là, ce n'est pas cicatrisé. Donc, je revois le patient une dizaine de jours après pour être sûr qu'il y ait une restitution ad integrum. Ça prend 2 secondes, ça vous fait des agendas en 3 dimensions, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous êtes sûr, il repart, vous êtes serein, il est serein, vous dormez mieux. D'accord ? Donc là, il ne s'est pas complètement cicatrisé, ça cicatrisera. Cette patiente peut porter sa prothèse, mais il y a quand même un truc qui la gêne. Donc cette prothèse complète, forcément mal adaptée, quand on enlève la prothèse, on voit cette merveilleuse hyperplasie en feuillet de livre. Écoute, la patiente, aucune gêne, aucune douleur. Observation, hyperplasie en feuillet de livre, muqueuse de recouvrement parfaitement normale. Quand vous écartez les feuillets, vous voyez une ulcération entre les deux. C'est la photo de droite, d'accord? Mais cette ulcération, bon, elle n'a rien d'effrayant, en quelque sorte. Ce qui est très important lorsque vous palpez. Alors, si vous palpez la lésion, elle est de consistance fibreuse, mais c'est pas ça qui est important de palper. C'est aller palper la base de la lésion et donc là, le plancher de la bouche, qui est parfaitement souple. Et la protraction de la langue est parfaitement normale. Donc rien d'alarmant jusque-là, même si la lésion est somme toute assez belle. Mais elle n'a rien d'alarmant, d'accord? Palpation, donc surtout voilà, la palpation est souple, c'est l'essentiel. Exérèse, rebasage de la prothèse, et c'est réglé. En revanche, ce monsieur, lui, ne peut plus la porter, sa prothèse. Supporte plus, il a trop mal. Et quand vous lui faites tirer la langue, il a mal à la protraction. Il la tire, mais la protraction est quand même douloureuse. Il ne supporte plus sa prothèse. Observation, vous voyez cette lésion qui est bourgeonnante, avec des petites, vous voyez, ces petites pétéchies, là, en fait, elle saigne au contact. Elle est indurée. Dès que vous la touchez, il a extrêmement mal. À la limite, je veux dire, ne biopsiez pas. Là, vous avez 4 signes sur 5. C'est inhomogène, c'est bourgeonnant, ça saigne, ça fait mal, c'est induré. Donc malheureusement, ça, c'est un carcinome. Là, 2 cas d'ulcération. À gauche, vous avez un patient qui a un peu plus de 65 ans, alcoolo-tabagique. À droite, un étudiant, parfaite santé. Et tous les deux viennent pour une ulcération qui persiste. À gauche, le patient donc, est très algique. Mais à droite, il est très algique aussi. À gauche, évidemment, à l'élocution est un petit peu compromise. On sent qu'il y a des problèmes pour bouger sa langue, en fait.
Et le praticien qui nous l'adresse, évidemment, a essayé d'éliminer le facteur iatrogène en meulant la dent, d'accord, qui est en regard de cette ulcération. Très bien. À droite, pardon, il n'y a absolument, enfin, il n'y a pas de facteur iatrogène, a priori. Bonne hygiène et je vous dis aucun facteur de risque. À l'observation, une ulcération avec des bords très bourgeonnants, mal limitée à gauche, et on voit vraiment que c'est très, enfin, la lésion envahit en fait tous les bords. C'est pas parfaitement bien limité. Alors que sur l'autre, à droite, vous voyez la lésion et la muqueuse normale. Il n'y a pas d'invasion. Il n'y a pas d'envahissement, pardon, des tissus adjacents. À droite également, vous avez une cicatrice et vous poussez un peu l'interrogatoire et le patient vous dit qu'il est sujet aux aftes. Et lorsque vous palpez, à gauche, bien évidemment, c'est extrêmement induré, vous avez même du mal à passer parce qu'il commençait à y avoir un trismus. À droite, par contre, il a très mal, mais c'est souple. Et quand vous passez tout autour de la lésion, c'est souple. Donc c'est beaucoup moins inquiétant. À gauche, bien évidemment, carcinome épidermoïde. À droite, donc ce que vous disiez, Emmanuel, un aphte. Oui, les aftes géants, ça peut mettre du temps à cicatriser, mais là, ça fait plus d'un mois que ça dure. Et en fin de compte, oui, c'est un aphte géant à la base. Le problème, c'est que il gratte tout le temps. En fait, il se traumatise. Donc cette lésion va rester, elle va persister, elle va se chroniciser. Et là, elle peut faire le lit d'une sale lésion. Donc oui, on a fait l'exérèse de l'aphte. Et comme ça, au moins, voilà, ça a cicatrisé et on a évité les problèmes. Enfin, cette patiente, absolument aucune gêne, aucun facteur de risque. Elle est juste adressée pour prise en charge d'un lichen plan. Très bien. Le lichen plan, c'est plan. Là, si vous regardez attentivement, donc encore une fois, c'est pas grave de ne pas faire le diagnostic, ok? Juste, on regarde. Donc, elle ne se plaint de rien. Vous observez, il n'y a pas de réseau lichénien du tout. La lésion, elle est quand même très inhomogène. Et si vous regardez d'un peu plus près, elle est carrément ulcérée par endroits. Mais ça ne saigne absolument pas. Elle a une hygiène impeccable, vous le voyez. Donc là, on fait la biopsie. On n'a pas tous nos signes alarmants. On veut affiner le diagnostic, biopsie, papillomatose orale floride, carcinome verruqueux. Donc ça, en fait, c'est un carcinome in situ. In situ? Ok. Donc là, on décide d'enlever la totalité de la lésion. Il y en avait en vestibulaire et en palatin. On a tout enlevé. Mais on sait très bien qu'il y a un risque de récidive. Cette dame, on l'a suivie pendant plusieurs années, où on avait des récidives de manière sporadique. Et chaque fois, chirurgie, jusqu'à un moment donné, je ne pouvais plus le reconstruire. Donc là, on l'a adressée évidemment au service du professeur Vergès. Et elle a été suivie avec un traitement anti-VEGF pour éviter au maximum, endiguer les récidives de ce carcinome in situ qui de toute façon va se transformer en carcinome épidermoïde. Donc cette dame, j'ai suivi pendant 13 ans. D'accord? Persévérance. Vous continuez, vous lâchez pas. Alors là, en plus, j'avais la chance d'être aidée par votre service. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Donc au fil des années, le carcinome est arrivé, a envahi la totalité du maxillaire. Ok? Donc pour terminer, voilà la conduite à tenir que je vais essayer de vous donner et qui j'espère pourra vous aider. Comme ça, vous ne serez plus dans les 97% de ceux qui ne veulent pas s'en charger parce qu'ils ne savent pas. Ok? Donc d'abord, pensez à l'écoute, l'observation, la palpation. Et là, vous faites un diagnostic supposé. Un facteur iatrogène. Vous l'éliminez. Une fois que vous l'avez éliminé, ça cicatrise. Banco. Par contre, ça ne cicatrise pas, ou alors vous n'avez pas trouvé de facteur iatrogène, vous ne savez pas trop. D'accord? Il n'y a pas de facteur traumatique, vous ne savez pas s'il y a un facteur viral, comme bactérien, peu importe. Vous ne savez pas. Donc là, vous recherchez les facteurs dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est inhomogène? Est-ce que c'est douloureux? Il y a une ou plusieurs lésions, ça saigne, c'est induré, vous recherchez tout ça. Si vous n'en avez que 2, à la limite, ça persiste, ça fait plus ou moins mal, mais surtout ça persiste.
sans avoir les autres signes. Faites la biopsie. Comme vous a dit Emmanuel, c'est pas compliqué. Et certains, quand on était plus jeunes, on disait oh là là, si vous faites une biopsie, ça va disséminer partout. Ben non. Okay, donc faites-le. Vous faites la biopsie, vous affinez votre diagnostic et après, voilà, prise en charge. Si en revanche vous avez les 2 autres, voire les 3 ou 4, là vous êtes quasiment sûr que vous êtes dans le cadre d'une lésion carcinomateuse. Donc là, vous adressez, moi je vous conseille, vous adressez ici le service ORL donc de Sébastien, de manière à ce qu'il y ait une prise en charge rapide. L'avantage, c'est que ils sont extrêmement réactifs. Donc je dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, parce que c'est pas mon genre, mais ils sont extrêmement réactifs. Ils ont une secrétaire extra, donc elle n'est pas là, ça m'embête aujourd'hui, elle fait du télétravail. Madame Fourtanet, qui trouve toujours un moyen pour prendre des patients très rapidement. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est réconfortant et surtout ça limite les pertes de chance du patient. Et à ce propos, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, parce qu'encore une fois c'est ce qu'on fait, donc tout ce que je vous raconte là c'est notre quotidien, c'est vraiment, je vous dis ce qu'on fait. Briefez vos secrétariats et à mon avis, quand un patient vous appelle en vous disant qu'il a un truc dans la bouche, qu'il a un truc dans la joue, sur la langue, n'importe où, n'attendez pas 4 mois parce que vous êtes blindé. Donnez-lui un rendez-vous dans les 10 jours. D'accord ? Je sais qu'on n'a pas le temps, mais faites-le. 9 cas sur 10, ce sera rien. Une diapnosie, une épulis, voilà, un truc pas grave. Mais le jour où c'est grave, vous serez content de l'avoir vu plus tôt et d'avoir pu l'adresser ensuite à un service spécialisé et une prise en charge rapide. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Marie-Pierre. Pendant qu'on fait le switch au diapo, si vous avez une question brûlante pour Marie-Pierre, Delphine ou Emmanuel, merci à nos 3 expertes pour leur communication brillante. Merci beaucoup. Est-ce que vous... Question dans l'audience ? Pas tout de suite. On enchaîne ? Alors on enchaîne. On va passer maintenant à l'étape d'après. Une lésion a été détectée. Il est confié à un service... Pardon ? On change de... Je garde ce micro ou je dois... Ok, très bien. Donc, quelque chose a été détecté. Oui, madame ? Très bien. C'est pour ceux qui sont connectés. Oui, oui, voilà. Alors, sur la dernière photo, quand vous parlez des signes cliniques à risque, alors inhomogène, douleur, saignement, induration, vous dites, si vous en avez 2 biopsies, mais vous notez inhomogène et douleur, et si on a les 3 ou 4, adressés au service spécialisé. Est-ce que les 2, ça pouvait être inhomogène, saignement, douleur, induration? Voilà, en fait, dans ce schéma, on avait quand même l'impression qu'il n'y avait qu'inhomogène et douleur qui étaient les 2 pour lesquels on se contentait de la biopsie. Ou est-ce que c'est... Non. Vous avez raison, le tableau était probablement pas très bien fait. Mais effectivement, déjà l'inhomogénéité et le fait que la cicatrisation, qu'il n'y ait pas de cicatrisation, rien que ça, vous devez faire la biopsie. Si en plus vous avez la douleur, voilà. L'induration, très honnêtement, elle est tellement caractéristique que ça vaut même pas le coup de perdre du temps. Voilà. Mais vous avez raison, enfin, c'est plus l'homogénéité et cette chronicité, là, ces lésions qui ne cicatrisent pas, c'est plus ça qui vous fait mal. Tant pis s'il n'y a pas la douleur, faites-le quand même. Merci. Donc, on enchaîne. Une lésion a été détectée, elle est confiée à un service clinique. Et on va maintenant parler du parcours des patients atteints d'une lésion suspecte, voire d'une lésion cancéreuse déjà. Et donc, on va commencer par le début du bilan, le bilan clinique qui, de notre côté, va concerner la cavité buccale, mais pas seulement, la cavité cervicale aussi, parce que la plupart de ces cancers sont très lymphophiles et vont donner des ganglions. C'est quelque chose qui va nous intéresser. On va examiner le patient avec un nasofibroscope, c'est-à-dire tous les patients de la consultation, on peut, en passant par le nez, passer une petite fibre optique pour aller examiner le reste, ce qu'il y a au-delà de l'oropharynx, voir la base de l'angle, l'épiglotte, le larynx, l'hypopharynx, et pouvoir comme ça peut-être trouver un autre cancer. Parce que chez les patients fumeurs,
chez les patients buveurs ou les patients qui sont à la fois fumeurs et buveurs, toutes les muqueuses des voies aérodigestives supérieures sont exposées aux oncogènes et donc il peut y avoir plusieurs lésions synchrones. Donc c'est pas parce qu'on a trouvé une qu'on s'arrête, on va le chercher, vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres. Vous avez là par exemple l'exemple d'une tumeur de l'épiglotte et on a la possibilité avec nos systèmes endoscopiques de changer la lumière pour pouvoir mettre en évidence la microvascularisation, voire des extensions périphériques superficielles, voire des lésions débutantes. Donc on a des outils pour nous aider dans le diagnostic et dans le staging de nos tumeurs. À côté de ça, bien évidemment, on va prescrire de l'imagerie avec un examen indispensable, le scanner injecté, du cou, bien sûr du cou du visage et des poumons, qui est le premier relais métastatique habituel de nos cancers bucco-pharyngo-laryngés. Il y a une nouveauté dans la prescription des scanners pour les cancers de la cavité buccale, et notamment de la langue. C'est la séquence dite BOLT, pour bouche ouverte, langue tirée, qui en fait permet de ne pas avoir la surestimation que l'on a de ces tumeurs quand on fait des scanners en acquisition classique, c'est-à-dire la langue dans la bouche, où là, généralement, on a du mal à vraiment voir la tumeur. Et quand on fait tirer la langue au patient pendant la séquence, eh bien, la langue, une fois dehors, on se rend compte que finalement, la position classique l'a surestimée. Et puis là, on peut voir véritablement son degré d'infiltration. Donc voilà une nouveauté dans la prescription du scanner. Un autre examen très important pour nous, c'est l'IRM, majeur pour deviner l'extension profonde des cancers de la langue, de la cavité buccale, les cancers qui atteignent la mandibule. C'est la même chose pour les maladies de l'oropharynx, c'est pareil pour les maladies des sinus et des fosses nasales et aussi pour les glandes salivaires. Donc en fait, finalement, on a beaucoup de patients pour lesquels on va faire un scanner et aussi faire une IRM parce qu'on va avoir des informations complémentaires. Et lorsqu'on redoute une extension au-delà, quand on veut faire un bilan d'extension plus important pour des maladies de stade avancé, quand il y a beaucoup de ganglions malades, eh bien on passe au TEP scan. C'est un examen corps entier qui va permettre de voir s'il y a des maladies diffusées, des localisations métastatiques. Alors, la troisième étape de notre bilan pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est la panendoscopie. En fait, c'est une courte anesthésie générale qu'on fait le plus souvent en ambulatoire et où on va faire plusieurs endoscopies en une. On va faire, par exemple, là, c'est le temps de la laryngoscopie en suspension pour une toute petite lésion de corde vocale. Mais on va, pendant cet examen, regarder l'œsophage, le pharynx, le larynx, la cavité buccale, l'oropharynx, palper, inspecter, chercher une éventuelle deuxième tumeur synchrone et réfléchir à la façon dont on pourrait enlever la tumeur dont on parle, parce qu'en RCP, l'étape d'après, quand on va avec les collègues réfléchir au meilleur traitement pour le patient, eh bien on va dire, le chirurgien va s'exprimer et dire, ben moi j'ai fait l'endoscopie, je peux lui enlever la tumeur, ce sera sous la forme d'une laryngectomie totale, d'une glossectomie partielle ou bien d'une exérèse de pelvis mandibulaire non interruptrice par exemple. On va faire la biopsie pendant cette endoscopie. Alors, une fois que le bilan oncologique dont je viens de parler, c'est-à-dire la clinique, l'imagerie, l'endoscopie et la biopsie, il y a toute une part importante dans la prise en charge de ces cancers. On commence par l'évaluation nutritionnelle. Un diagnostic de pathologie néoplasique conduit généralement les patients à maigrir, à avoir une anorexie, un amaigrissement naturel, quand en plus le cancer se situe dans la bouche ou dans la gorge et que chaque gorgée, chaque bouchée est un supplice, eh bien on a des patients qui vont très très vite être dénutris et perdre 10% de leur poids, voire plus. Et donc, on va systématiquement faire une évaluation nutritionnelle pour ces patients. Évaluation algologique, ces tumeurs sont le plus souvent douloureuses. Odontologique, c'est pour ça qu'on est tous là ce soir. Et c'est vrai qu'il est important de, à ce stade, anticiper la mise à l'assainissement de la cavité buccale avant la suite du traitement. Parce qu'il y aura, on va en parler, de la radiothérapie pour pas mal d'entre eux. Évaluation anesthésique, parce qu'on a l'endoscopie à prévoir, mais sans doute une chirurgie peut-être. Addictologique pour ceux qui sont concernés. Et ça, c'est pas simple. Pas simple à organiser, il n'y a pas beaucoup d'addictologues. Et puis, il faut réussir à motiver les patients à se sevrer pour que le traitement se passe bien et pour limiter les risques que d'autres cancers apparaissent après. Il y a une dimension sociale qui est importante. On a des fois des patients qui sont dans une situation précaire et c'est vrai que le traitement provoqué par le cancer et les conséquences du cancer et du traitement que l'on va faire peuvent définir de déséquilibrer une situation sociale qui n'était déjà pas fameuse. Et donc, il y a une dimension sociale à prendre en compte dans nos prises en charge. Et le professeur Voisard, qui est phoniatre dans l'équipe, a mis au point un dépistage des vulnérabilités pour tous les patients qu'on recrute, tous les patients que l'on rencontre. Et c'est une infirmière qui, avec un questionnaire, va pouvoir comme ça faire une petite évaluation à la fois nutritionnelle, sociale, cognitive, de façon à pouvoir anticiper déjà les difficultés qu'on aura pendant le traitement et après pour l'après-cancer de nos patients. Et puis pour les patients âgés,
il y a une évaluation oncogériatrique systématique avant de mettre en place notre traitement pour voir si on peut les traiter à 80 ans, 85 ans, comme s'ils en avaient 65 ou moins. L'étape d'après, quand tout ce bilan est fait, qu'on a la possibilité de dire qu'il s'agit d'une tumeur épidermoïde, qu'elle est classée T, N ou M en fonction du bilan que l'on a réalisé, on va proposer au patient ce qu'on pense être le meilleur traitement pour lui. Et globalement, on a 3 armes thérapeutiques. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a les traitements systémiques. Et dedans, on peut parler de chimiothérapie, de thérapie ciblée, d'immunothérapie, qui sont 3 façons différentes de lutter contre le cancer avec une action diffuse dans tout l'organisme. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la nécessité de régler les problèmes qu'on a décelés dans le bilan préthérapeutique. Régler le problème nutritionnel, algologique, bien sûr l'assainissement de la cavité buccale, la gestion des sevrages et l'anticipation des problèmes sociaux à venir. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on a la possibilité pour les maladies de petit stade de faire qu'une chirurgie ou bien qu'une radiothérapie, mais pour les stades moyens à avancer, ben là pour le coup on va avoir besoin de toutes les armes dont on dispose. Quand la discussion de RCP est terminée, on rencontre le patient en consultation d'annonce, il y a un temps médical, puis après un temps paramédical, il y a la mise en place des soins de support, souvent l'implication des associations de patients pour certains projets chirurgicaux, je pense à la laryngectomie totale. Et puis ensuite on passe au traitement. Alors je vais développer maintenant celui qui me concerne, c'est la chirurgie. Et puis nous verrons avec le docteur Modesto juste après les autres traitements qu'on associe. Alors finalement, la plupart de nos cancers ORL passent par une case chirurgicale, surtout pour la cavité buccale, qui est quand même une localisation qui est très chirurgicale. Et on a donc, en premier lieu, généralement, une exérèse qui va se faire de la tumeur, mais aussi des relais ganglionnaires, puisqu'on connaît le caractère lymphophile de ces tumeurs. Et même si le bilan n'a pas montré de métastases ganglionnaires, dans la plupart des cas, on va faire un curage ganglionnaire pour enlever donc toutes ces potentielles métastases infracliniques et infraradiologiques et faire une évaluation objective au microscope. Voilà l'exemple d'une petite tumeur superficielle du plancher buccal antérieur. Vous voyez, les Wharton sont sur des fils, le nerf lingual qui est préservé, la maladie était vraiment très superficielle. Reconstruction avec un lambeau musculo-muqueux pédiculisé sur l'artère faciale, c'est-à-dire c'est de la muqueuse de face interne de joue, vascularisée par le pédicule facial, translaté, et à terme ça ressemble à ça quand c'est un peu cicatrisé. Donc ça c'est une chirurgie plutôt simple. Même chose pour nous, en ORL, on fait beaucoup cela encore en 2025. Dans le service, on a entre 35 et 40 laryngectomies totales par an. Une maladie laryngée avancée ou une récidive en terrain irradié, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de faire des chirurgies aussi larges dans pas mal de situations. Et donc, ce sont des chirurgies que l'on fait très régulièrement et assez facilement. Il y a un niveau de technicité supérieur qui consiste à faire des reconstructions complexes pour des patients qui ont des maladies qui l'imposent. Et là, vous avez les 2 images du haut, des reconstructions partielles ou totales de langue et de plancher, avec un lambeau libre, c'est-à-dire un bout de tissu du patient prélevé ailleurs. Par exemple, ça, c'est un lambeau fascio-cutané, du fascia et de la peau prélevé au niveau de la cuisse, avec des vaisseaux qui sont branchés sur des vaisseaux cervicaux. C'est de la microchirurgie, avec une reconstruction complète de la langue sur l'image en haut à droite. Et puis vous avez la possibilité, en fonction du défect que l'on va faire au patient, de faire une reconstruction à la demande, qui peut être osseuse et cutanée, qui peut être musculaire et cutanée. Enfin, voilà. Et donc, en l'occurrence, il y a la possibilité de faire une reconstruction avec une fibula, c'est un péroné, pour refaire de la mandibule, vous le savez. Et puis en bas, l'image d'en bas, c'est une pharyngolaryngectomie totale circulaire, c'est-à-dire qu'il a fallu retirer tout le larynx et tout le pharynx. Et pour reconstruire la filière digestive pharyngée, c'est un lambeau libre de jéjunum. Là encore, une anse jéjunale. Les vaisseaux sont coupés, branchés au niveau cervical, artère-veine, et avec ça, on fait une connexion. Le patient avale dans son greffon, ça descend, puis c'est connecté à l'œsophage, et c'est son nouveau pharynx, qui est donc un bout de jéjunum. De l'autre côté, pour des chirurgies qui sont aussi assez techniques, mais pour le coup beaucoup moins lourdes pour les patients, on a la possibilité de faire des chirurgies mini-invasives qui sont assez gratifiantes quand elles sont organisables. Par exemple, pour la toute petite tumeur que vous avez vue tout à l'heure en panendoscopie, dans la foulée, chez cette personne qui était en ambulatoire, on a fait une microchirurgie endolaryngée au laser CO2, c'est-à-dire qu'on a enlevé la corde vocale, ça a pris 30 minutes. Et le soir, la personne était chez elle, certes avec une corde en moins, mais le cancer en moins. Et donc, c'était une chirurgie rapide, prise en charge, voilà, une chirurgie exclusive en quelques minutes d'un cancer de corde vocale. Et ensuite, on cicatrise, on rééduque. Il y a aussi la possibilité de faire des chirurgies par voie transorale au robot. C'est un robot qu'on utilise beaucoup en urologie, en chirurgie digestive ou gynécologique. Et bien nous, quand on peut, quand la tumeur se présente bien, on va passer par la bouche
les bras du robot et opérer de cette façon avec la possibilité de retirer la tumeur et que la tumeur et faire ainsi des exérèses moins larges que si on allait à chercher la tumeur en passant à travers le squelette pharyngo-laryngé. Et ça permet aux patients d'avoir des suites plus simples, pas de trachéotomie, de remanger plus vite. Et donc, c'est forcément assez satisfaisant sur le plan fonctionnel. Et en plus, c'est un vrai plaisir pour celui qui pratique l'intervention. Je vous ai parlé des curages. On essaie d'éviter les curages quand on peut. Et pour les maladies les plus débutantes, on peut utiliser la technique du ganglion sentinelle. C'est-à-dire qu'avec les mêmes techniques que l'on utilise en cancérologie du sein, par exemple, ou dans certaines maladies mélanomateuses, on va faire une lymphoscintigraphie, tracer le premier relais ganglionnaire de la tumeur, prélever ce ganglion, l'analyser. S'il est sain, on considère que toute la chaîne est saine, pas de curage. Inversement, s'il est malade, à ce moment-là, on va faire un curage au patient. Et ainsi, il y a quand même beaucoup de patients qui évitent le curage. Et dernier point, c'est le petit encadré en bas à droite, ce sont des chirurgies endoscopiques de la base du crâne. Les cancers de sinus, depuis quelques années, maintenant, on les opère quand c'est possible, et c'est souvent possible, par les narines, avec des caméras. Et on va pouvoir faire de la neurochirurgie, aller jusqu'à... là, vous voyez la dissection en fait, des deux lobes frontaux et de la faute du cerveau par voie narinaire pour l'exérèse d'une tumeur sinusienne qui était bilatérale. Donc vous voyez, la chirurgie finalement c'est assez vaste avec des niveaux de technicité différents, des chirurgies light, d'autres qui sont beaucoup plus lourdes, mais il y a quand même des progrès qui sont notables dans ces dernières années et on a maintenant un panel assez large de chirurgie à proposer aux patients. Ça sous-entend que, surtout pour les images en haut à droite, nous allons ensuite nous retrouver tous ensemble à devoir assumer la réhabilitation de ces patients et les aider à remanger. Il y a bien sûr la part orthophonique qui va être celle de la rééducation pour relancer la mécanique, mais il va y avoir la part masticatoire pour laquelle il va falloir que nous collaborions tous parce que ces patients auront besoin de leurs dents. Merci. Donc bonsoir à tous. Je vous propose, si vous avez des questions, peut-être on répondra à vos questions après. Donc moi je suis le docteur Modesto, je suis radiothérapeute, je suis particulièrement impliquée dans la prise en charge des cancers ORL. Je suis très contente de vous voir si nombreux ce soir et je sais que ma discipline fait peur à certains d'entre vous, donc ça me donne l'occasion peut-être d'éclaircir certaines choses. Donc dans certaines situations, les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou sont redevables d'une irradiation. Le principe de la radiothérapie externe, c'est un traitement par photons, donc qui sont un faisceau de photons qui sont générés par un accélérateur. Donc vous voyez la photo d'un des accélérateurs qui sont ici à l'Oncopole. La radiothérapie, elle peut être effectuée seule, donc dans le cas de petites tumeurs en alternative à une chirurgie, ou en situation adjuvante quand il y a des facteurs d'agressivité en fonction du stade tumoral, de l'atteinte ganglionnaire. Donc ça, ce sont des décisions qui sont prises collégialement en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et dans les deux cas, la radiothérapie peut être effectuée soit de manière exclusive, soit associée à une chimiothérapie. On parle alors d'une chimiothérapie concomitante. Alors il est absolument fondamental d'avoir un bilan dentaire exhaustif au préalable de l'irradiation. Parce qu'une des complications de la radiothérapie, c'est l'ostéoradionécrose mandibulaire. Donc je ne vais pas m'étendre trop dessus parce que le professeur Dupré-Bory va développer le sujet juste après moi. C'est favorisé évidemment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire que peuvent avoir certains de nos patients, mais aussi la xérostomie qui est générée par l'irradiation cervicale ou de la cavité buccale, et aussi des troubles de cicatrisation que peuvent présenter des os qui ont été irradiés. Donc le risque de cette complication est quand même nettement diminué depuis l'usage de la modulation d'intensité. Donc je vous ai montré ici la première, donc ça la diapo qui est en haut à droite, c'est le premier plan de traitement qui avait été effectué il y a quelques années quand le professeur Vergès était encore interne, voilà. Et on a fait quand même pas mal de progrès en dosimétrie depuis. Et donc vous voyez avec le principe de la radiothérapie qui est donc délivré avec la technique de modulation d'intensité, ça permet donc vous voyez les faisceaux de doses qui sont représentés ici et vous voyez sur cette diapo le faisceau d'irradiation. Donc ici c'est une lésion oropharyngée gauche et le faisceau d'irradiation qui permet d'éviter notamment d'irradier une partie de la cavité buccale. Donc effectivement cette technique qui est utilisée maintenant de manière systématique
en France dans la plupart des centres et de manière quasi obligatoire pour l'ORL, permet quand même de diminuer la dose qui est délivrée à la mandibule et la cavité buccale. Et on sait quand même que les situations qui restent à risque d'ostéoradionécrose sont les antécédents de chirurgie par mandibulectomie non interruptrice notamment, et aussi évidemment les situations de réirradiation. Donc ce petit mot pour vous dire combien vous avez un rôle majeur dans le suivi de nos patients par la suite, et aussi dans le suivi des règles hygiéno-diététiques en prévention de la survenue de cette complication. Alors juste un petit mot de radiothérapie, juste pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe pour les patients. D'abord, on a besoin d'acquérir les données anatomiques par un scanner de centrage qui est effectué en position de traitement, avec un masque thermoformé 5 points qui est représenté ici sur la diapo, et la salle du scanner de centrage qui est notre salle ici en photo. Ensuite, donc il y a une étape de contourage qui est le métier du radiothérapeute, enfin une partie de son métier, où on va déliner coupe par coupe à la fois la zone malade de la tumeur et des ganglions, mais aussi la zone qui est à risque d'être atteinte. Et ça nécessite une grande connaissance de l'anatomie et de l'histoire de la maladie, avec les zones qui sont à risque d'être atteintes, à la fois périlésionnelles et aussi ganglionnaires. Donc en pratique, les doses qui sont prescrites, c'est habituellement pour une tumeur en place, pour que vous ayez un petit ordre d'idée. Donc ce sont des doses qui se prescrivent en grés. Donc c'est 70 grés en 35 fractions de degrés. Donc c'est de l'ordre de 5 séances par semaine. Donc 35 séances et 7 semaines de radiothérapie. Et avec des doses un petit peu plus faibles sur la muqueuse périlésionnelle et les aires ganglionnaires de drainage. Donc ça, c'est de l'ordre de 50 à 55 grés. Donc les deux zones donc à fort risque et avec un risque un peu plus faible sont traitées dans le même temps, dans la même séance. Donc il y a, comme je vous disais tout à l'heure, une place aussi pour les traitements systémiques. Il y a 3 types de situations où on peut avoir des traitements systémiques en ORL. D'abord, il y a une place pour la chimiothérapie qui est dite en induction, c'est-à-dire avant la radiothérapie. Ce sont des indications qui restent rares. C'est essentiellement, donc là j'ai mis une photo pour faire plaisir à nos collègues oncologues médicaux. Donc vous voyez, ça marche quand même très bien la chimiothérapie. Pas toujours malheureusement, mais là chez lui ça avait très bien marché. Donc c'est surtout dans les patients qui présentent une grosse atteinte ganglionnaire ou tumorale première, et notamment avec une gêne respiratoire. L'idée étant d'éviter de faire une trachéotomie, parce que ces patients, quand ils sont redevables d'une radiothérapie, s'ils sont déjà gênés pour respirer et qu'on les allonge sur la table de radiothérapie et qu'on démarre la radiothérapie pour cette semaine, généralement il y a un œdème radio-induit qui nécessite une trachéotomie. Donc c'est pas mal de faire 1 ou 2 cycles de chimiothérapie première pour permettre de faire la radiothérapie derrière dans de bonnes conditions. Donc ensuite, il y a une indication de chimiothérapie concomitante. Le traitement qui est utilisé classiquement, c'est une chimiothérapie qui est une vieille chimiothérapie qui s'appelle le cisplatine, qui est délivrée soit toutes les 3 semaines, soit de manière hebdomadaire, en changeant le dosage. Si les patients ne peuvent pas recevoir du cisplatine, ce qui peut se produire chez nos patients qui sont parfois un peu âgés ou avec des facteurs de risque cardiovasculaire, alors ils ont un traitement qui est un anti-EGFR qui s'appelle le cetuximab, qui est en injection aussi et qui se donne avec un schéma hebdomadaire pendant la radiothérapie. Enfin, la dernière indication de traitement systémique, c'est dans les situations où les patients malheureusement ne peuvent plus recevoir un traitement local, les situations de métastase ou les récidives non opérables et non réirradiables. À ce moment-là, le traitement repose sur de la chimiothérapie avec de l'immunothérapie. Donc, je voudrais vous dire un petit mot, puisque vous êtes ici à l'Oncopole, donc un petit mot de recherche clinique. L'ensemble du comité on participe à des groupes coopérateurs nationaux, donc certains plus orientés chirurgie, d'autres plus oncologie ou radiothérapie. Donc globalement, la réflexion d'oncologie médicale, c'est de développer d'autres thérapies systémiques, certaines par exemple qui peuvent cibler le système immunitaire par exemple. Les approches de recherche clinique en chirurgie, ça sera plutôt de développer des chirurgies mini-invasives et surtout une grosse approche qui est faite
pour la dimension de la réflexion de la reconstruction et les matériaux qui peuvent être utilisés. Et en radiothérapie, les pistes de réflexion, c'est d'augmenter la précision balistique de la délivrance de la dose et aussi d'augmenter l'effet radiobiologique, donc soit en combinant la radiothérapie avec d'autres traitements systémiques, soit en utilisant d'autres particules d'irradiation que les photons pour augmenter l'effet radiobiologique. Et enfin, je voudrais juste terminer ma présentation avec ce projet qui est piloté par l'Oncopole et qui est jumelé au Centre de recherche contre le cancer de Toulouse, qui est la mise au point d'un vaccin antitumoral, donc par l'équipe du professeur Delors que vous avez entendu tout à l'heure et du professeur Ayoub qui est chercheur. Donc le principe, c'est que nos tumeurs, en fait, elles contiennent des protéines ou, enfin la plupart c'est des protéines, des molécules qui sont distinctes du reste de l'individu. Donc ça s'appelle des antigènes tumoraux qu'on arrive maintenant bien à identifier. Donc le principe de cette étude, c'est que le patient est atteint d'un cancer ORL, il est opéré et en fait on va récupérer la pièce opératoire de la tumeur et du ganglion pour aller rechercher la présence de ces mutations. Donc le patient, lui, il est opéré, il a sa radiothérapie, il a sa chimiothérapie, lui, il continue son circuit. Et en fait, on va essayer d'identifier ces antigènes et on va aussi faire des prises de sang. Alors là, on prélève du sang de manière assez importante pour aller identifier au sein des prises de sang du patient des lymphocytes qui sont justement ciblés contre les antigènes de la tumeur. Et ensuite, le principe, une fois qu'on a réussi à les identifier, c'est dans le cadre du suivi, donc le patient, il a été opéré, irradié, il a eu sa chimiothérapie, il est surveillé, et on va lui réinjecter ces lymphocytes qui auront été boostés contre, justement, qui vont cibler sa propre tumeur, et l'objectif étant de voir si, à terme, ça diminue le risque de récidive. Voilà, donc ça c'est une réponse qu'on n'a pas pour le moment. On est en train de faire cette étude-là et on aura probablement la réponse dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur? On enchaîne? Ouais. Bonjour à tous. On est ravis avec le docteur Delavigne de partager cette présentation sur le thème de l'ostéoradionécrose. Alors, l'ostéoradionécrose, elle a été décrite dans les années 20 justement par Claudius Regaud, qui est ici, si je ne me trompe pas, c'est bien lui, c'est l'amphi Claudius Regaud. La définition, en fait, elle est un peu variable. Quoi qu'il en soit, il y a une définition qui est communément acquise, qui est le fait que si on a une exposition osseuse à travers la muqueuse ou à travers la peau d'un os irradié qui ne cicatrise pas spontanément au-delà de 3 mois, on dit que c'est une ostéoradionécrose. Alors c'est une complication qui est quand même assez fréquente. Ça représente 4 à 8% des patients qui vont être irradiés pour un cancer de la cavité buccale ou un cancer de l'oropharynx. Et comme Anouchka l'avait dit, en fait, la radiothérapie, ça fait partie de nos traitements qui sont indispensables. Presque 70% des patients qui vont être traités pour un cancer de la tête et du cou vont avoir une radiothérapie. Dans certains cas, en fait, quand il y a une ostéoradionécrose qui s'installe, on va pouvoir faire un traitement conservateur assez simple quand la zone exposée est petite. Maintenant, quand la zone exposée elle est assez grande, on est obligé de faire des traitements qui sont quand même beaucoup plus complexes. Les principaux facteurs de risque, donc ça va être bien sûr la dose d'irradiation, mais c'est aussi le volume tumoral. Plus le volume tumoral est important, plus il y a un risque de développer une ostéoradionécrose. Le contact avec l'os et l'association avec d'autres traitements, par exemple la chirurgie. Si on fait, en fait, notamment on enlève un morceau d'os pour faire une exérèse un peu plus large pour des marges tumorales, on va augmenter le risque de développer une ostéoradionécrose. Et après, c'est si on associe radiothérapie aussi et chimiothérapie, donc il n'y a pas que la radiothérapie qui cause cette pathologie. L'ostéoradionécrose, donc elle est induite par une défaut de vascularisation généralement de la mandibule. Des fois, on peut l'avoir au niveau maxillaire, mais c'est plus fréquent au niveau de la mandibule. Et il va y avoir en plus une surinfection bactérienne qui va se créer et ça va entraîner cette exposition d'os et cette nécrose de l'os au niveau de la cavité buccale.
Pour poursuivre sur la physiopathologie, c'est vrai que les premières théories retenaient beaucoup la cause infectieuse, puisqu'ils retrouvaient beaucoup de bactéries dans l'os nécrosé avec des réactions inflammatoires. Par la suite, il y a eu surtout des théories retenant plutôt l'hypoxie, l'hypovascularisation, et donc voilà. Donc on se retrouve souvent avec un os qui est colonisé obligatoirement, puisque dans la muqueuse buccale, on a un microbiote qui est très riche, très polymorphe, et parfois des infections, surinfections franches avec des suppurations, des fistules, puis des fractures sur ostéite qui compliquent des ostéomucoses avancées. Dans les germes retrouvés, on n'a pas beaucoup de données dans la littérature. On sait principalement qu'il y a beaucoup de streptocoques du groupe Milleri, donc qui sont des streptocoques de la bouche, mais qui sont principalement ceux qu'on connaît les plus pathogènes. C'est Streptococcus anginosus, intermedius, c'est manqué. Je sais pas, bien pas grave. Voilà, on retrouve aussi des anaérobies principalement, qui sont quand même des germes qui sont difficiles à cultiver. Il y en a beaucoup, des Peptostreptococcus, des Prevotella, bon, il y en a un certain nombre. Dernièrement, il y a quelques équipes qui font de la biologie moléculaire pour essayer de déterminer quel est vraiment le type de germe qui infecte cet os. Et il y a parfois des actinomyces où il est toujours extrêmement difficile de faire la part des choses entre leur pathogénicité ou juste la simple colonisation. Et enfin, il y a des germes opportunistes, que je dirais, qui sont souvent donc des Staphylococcus aureus, parfois des entérobactéries résistantes, surtout quand ils sont traités antérieurement, ou le Pseudomonas aeruginosa. On retient aussi dans les facteurs de risque quand même tout ce qui est traumatisme infectieux, c'est-à-dire toute infection dentaire, que ce soit parodontale ou endodontique, qui sont un facteur déclenchant en fait de l'ostéoradionécrose au cours de la prise en charge. Il y a le rôle de l'acidification du pH dans les traitements, la radiothérapie, la chirurgie. On a un passage du pH qui passe de 7 à 5, qui favorise en fait le développement de bactéries ou de germes, pas que des bactéries, puisqu'il y a aussi donc le candida, qui sont des germes qui sont acidophiles. Voilà, les autres traumatismes plus classiques, extraction dentaire, chirurgie ou les traumatismes de prothèse sont des facteurs de risque. On passe hein, donc Anouchka en a parlé aussi un petit peu avant. Donc l'objectif pour prévenir la survenue d'une ostéoradionécrose, c'est si le patient en fait on diagnostique un cancer de la tête et du cou, on va essayer de faire l'assainissement avant la prise en charge, notamment par radiothérapie. Donc s'il y a des extractions dentaires à faire, l'idéal ce serait qu'elles soient faites dans les 14 à 21 jours avant la mise en traitement. L'utilisation en fait de gouttières fluorées, a priori en fait ça prévient pas par contre la survenue d'ostéoradionécrose. Donc si le patient en fait il est irradié et que plus tard il doit avoir une extraction dentaire, il faut d'abord être sûr qu'elle est nécessaire. Il faut connaître le plan de traitement, donc savoir s'il y a eu plus de 30 degrés délivrés dans la zone où l'extraction doit être réalisée. Et si l'extraction doit être faite, on fait une couverture antibiotique avec un début d'antibiothérapie 1 heure avant. Et ensuite, on maintient jusqu'à cicatrisation. Et il faut bien fermer l'alvéole. Et ensuite, on l'a dit aussi, mais tout patient qui a été irradié, normalement, il doit avoir un suivi dentaire tous les 6 mois au cours de sa vie. Donc, concernant... En ce qui concerne le traitement, donc il va dépendre du stade évolutif. On utilise plusieurs classifications. Celle qu'on utilise le plus, c'est celle de Notami. Donc il y a 3 stades. On dit stade 1, il y a une nécrose uniquement de l'os alvéolaire. Stade 2, en fait, ça va quasiment jusqu'au canal dentaire, mais ça l'atteint pas. Et stade 3, c'est au-delà du canal dentaire, ou alors il y a une fistulisation à la peau ou une fracture. Donc on va demander aux patients, quoi qu'il en soit, en fait, si on diagnostique une ostéoradionécrose, d'arrêter l'intoxication alcoolo-tabagique. On va faire un traitement symptomatique, notamment de la douleur, et passer par une alimentation lisse. Donc en plus de ces traitements, on associe une antibiothérapie qui va être ciblée par des prélèvements profonds. Donc prélèvements profonds qui vont être faits au mieux par curetage sous anesthésie générale ou alors lors d'une séquestrectomie au fauteuil. On va prendre en compte principalement donc les germes qu'on aura retrouvés, qui seront souvent des Streptococcus milleri, des anaérobies, mais aussi les autres opportunistes.
parfois, pas tous, parce que voilà. Mais on prendra toujours une antibiothérapie qui couvre les anaérobies et les streptocoques. On essaiera d'avoir des traitements choisis pour avoir une bonne biodisponibilité. Donc quand on regarde ce spectre-là, le meilleur traitement c'est l'augmentin ou de l'amoxicilline acéclavulanique. On sait qu'il y a 2/3 seulement de la quantité de l'amoxicilline pris qui est absorbée. On essaiera d'avoir aussi une bonne diffusion osseuse, puisqu'on est vraiment dans des tissus qui sont profonds et notamment là avec une vascularisation qui est nulle ou pas bonne, on va dire. Donc pour qu'il y ait une bonne diffusion dans l'os, il faut essayer d'avoir les molécules qui diffusent le plus. L'augmentin n'est pas le meilleur, mais ça reste le meilleur quand même pour les streptocoques et l'anaérobie avec un spectre plus étroit. Et on utilise des posologies adaptées de type ostéite, comme les infections osseuses d'autres localisations et selon les recommandations de la Société française d'infectiologie. Donc on arrive au bout du compte avec peut-être un traitement par augmentin et amoxicilline pour donc on fait augmentin 1 gramme x 3, amoxicilline 1 gramme x 3 pour avoir en fait des doses d'augmentin de l'équivalent de 6 grammes sans avoir la toxicité de l'acide clavulanique qu'on a rajouté si on faisait 2 grammes x 3 d'augmentin. Donc vous étonnez pas d'avoir ce type de prise en charge. Et après on sera peut-être amené à emmener des lévofloxacines ou de la dalacine ou d'autres molécules qui, elles, sont bien absorbées et qui ont une bonne diffusion osseuse. Voilà. On n'utilise pas de corticoïdes et les antifongiques, ils sont au cas par cas quand il y a vraiment une ostéite fongique authentique parce que la colonisation dans nos prélèvements mycologiques voilà, c'est toujours présent. Donc, je vais mettre beaucoup de l'examen direct parce que si l'examen direct est positif, c'est-à-dire que l'inoculum est très important. Et je mets de l'examen anatomopathologique parce que quand on voit les levures à l'examen pathologique, pareil, on pense que l'inoculum, il est très important. Et c'est que dans ces cas-là qu'on met en place un traitement antifongique à forte dose, puisque ça sera des doses adaptées aux germes et à l'antifongigramme, mais souvent des fluconazole à 400 mg par jour, qui ne sont pas les doses que vous utilisez pour les atteintes muqueuses. Le caisson hyperbare, il y avait des données principalement de cohortes qui montraient peut-être certains bénéfices. C'est vrai que c'est toujours des petites cohortes qui sont souvent pas en plus évaluables ou comparables entre elles parce que les autres traitements n'étaient pas identiques. Il y a eu un essai du docteur Hanan qui a été arrêté au bout de 68 patients parce qu'il y avait un effet négatif du caisson sur la prise en charge des patients. Et après, on n'a pas eu beaucoup d'essais randomisés valables. Il y a eu quelques essais, là j'ai vu danois et Pays-Bas qui ont essayé de regrouper des essais pour essayer d'avoir des données parce qu'en fait, on a du mal à inclure les patients. La prise en charge est compliquée quand même de faire du caisson et aussi le faire contre placebo, c'est pas évident. Et donc, on n'a pas de données fiables sur le caisson. Sur les dernières recommandations, c'est possible à faire. Nous n'avons pas de preuves et les recommandations sont faibles et surtout sur les petites lésions. Voilà ce que je peux penser. Donc, quand il y a un patient qui a une ostéoradionécrose qui a été traité ici, on fait une consultation commune avec le docteur Delavigne et moi, chirurgien. À une période, il y avait le docteur Boulanger aussi, mais on a du mal un peu à se coordonner, donc faut qu'on le reprenne. Et donc, on fait des prélèvements sous anesthésie générale pour rechercher les bactéries, être sûr qu'il n'y ait pas une récidive aussi du cancer. Et ensuite, on met en place l'antibiothérapie adaptée et si besoin, on passe par une étape chirurgicale. Donc, soit en fait, on va pouvoir faire une séquestrectomie, on va enlever l'os nécrosé et on va recouvrir le tissu avec du tissu sain. Donc, on peut prendre au niveau de la joue, soit au niveau du cou, soit en fait, des fois, il y a des équipes qui font des greffes de périoste. Nous, on le fait pas. Et après, des fois, quand ça évolue moins bien, qu'on arrive au stade de fracture où il y a quasiment plus d'auteur d'os, à ce moment-là, on est obligé de faire des mandibulectomies interruptrices. Donc, on va enlever tout l'os nécrosé. On va utiliser pour ça, en fait, l'imagerie IRM et scanner pour savoir où s'arrêter pour enlever la nécrose. Et on va faire des reconstructions pour à visée fonctionnelle et esthétique pour le patient, en prenant justement un lambeau libre. Donc, généralement, au niveau de la jambe, on prend la fibula et des fois au niveau de l'omoplate. Donc au final, en fait, voilà, à chaque fois, en fait, on est obligé de passer par une étape d'anesthésie générale pour faire des prélèvements à visée anatomopathologique, bactériologique et mycologique. On refait une consultation commune. Le docteur Delavigne décide de l'antibiothérapie ou de l'antifongique adapté. Si besoin, on prévoit le geste chirurgical dans les 6 semaines après, donc sous couverture toujours antibiotique. On refait des prélèvements.
on ferme la zone exposée et on repart en fait sur une antibiothérapie qui est adaptée aux nouveaux prélèvements qui auraient été faits sous anesthésie générale. Et on espère que ça cicatrise, et sinon on est obligé d'après d'aller dans des chirurgies plus lourdes. Et les perspectives, donc on travaille sur les biomatériaux. Il y a eu un projet en fait qui s'appelle Congos. On a eu d'abord des financements de la Fondation des Galcacé, et ensuite il y a eu un financement de l'Agence nationale de la recherche. Et c'est Jérémy Soulier, qui est chercheur au CIRIMAT, qui porte actuellement ce projet. Et l'idée, c'est de développer un biomatériau qui permettrait en fait de reconstruire l'os, qui serait chargé en antimicrobiens et qui permettrait en fait de refaire l'os et d'éviter que la nécrose continue à se propager. Donc on espère qu'on arrivera à l'essai clinique prochainement là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et oui, on va prendre juste une petite question. Hop. Merci. Bonsoir merci pour votre présentation. Bonsoir. Je me pose une question. Pour avoir fait des extractions de dents chez les fumeurs, tous ceux qui sont médiqués par Cardégique, par Aspégique ou par aspirine ne me font jamais d'alvéolite sèche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de douleur post-opératoire, ils n'ont pas de difficulté de cicatrisation. Et donc je me pose la question par rapport à ces ostéo-radionécroses, si il y aurait un intérêt pour la biodisponibilité des antibiotiques ou même pour prévenir un risque, justement chez les fumeurs qui ne sont pas suivis en cardiologie, de faire une consultation préventive, notamment pour qu'il y ait ce type de médication avant les prises en charge. Alors la question c'était l'impact de Cardégique sur l'absorption, sur la prise en charge des anti-infectieux. Donc je vois pas. Dans la prévention des risques de mauvaise cicatrisation. De mauvaise cicatrisation. Parce qu'il y a une hypovascularisation dans l'os. Nous, c'est vrai que même sur les reconstructions par l'embolie, par exemple, quand on fait des reconstructions complexes, il y a certaines équipes qui utilisent du Cardégique justement pour améliorer la cicatrisation et la viabilité des lambeaux. Il n'y a pas eu d'étude en fait qui a montré que finalement ça avait un bénéfice par rapport à d'autres équipes qui ne les utilisaient pas. Donc, j'ai pas la réponse là-dessus. Je ne sais pas si Mélanie, si Emmanuel. Allez, lève la main. Vas-y. Merci. Alors, désolée, je suis un peu à faute. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, même moi, sur les patients à risque d'ostéoradionécrose, quand ils sont sous anti-agrégants, je suis plus tranquille. Effectivement. Je me dis, c'est bien, ça va quand même saigner, ça me donne une image de vitalité de cet os-là. Par rapport à ta remarque, je mettrai un petit bémol, à savoir que oui, tu vas avoir effectivement peut-être plus de vascularisation, en tout cas plus de saignement. Parce que de vascularisation, finalement, ça ne va pas te la changer, ça ne va pas te créer des vaisseaux là où tu n'en as pas. Et par contre, tu as aussi plus de risques d'avoir un hématome, un œdème, parce qu'on a des chirurgies avec des recouvrements muqueux qui sont plus importants. Et ça peut aussi entraîner une hypoxie derrière. Donc finalement, il n'y a pas forcément un avantage à fluidifier, entre guillemets, le sang du patient avant. Merci. Et maintenant, on appelle Maglone Haribo, donc, qui est patiente qui nous aide beaucoup sur toute la partie communication. Et, voilà. C'est ça. Alors, je souris un peu parce que j'ai pas compris la moitié des mots qui ont été dits ce soir, mais je vais essayer avec mes mots à moi de patiente de vous raconter mon parcours. Je m'appelle Maglone Haribo, j'ai 50 ans, je suis toulousaine et il y a 2 ans et demi, on m'a décelé un cancer de la langue mobile, donc un carcinome épidermoïde. J'ai été opérée il y a un peu plus de 2 ans, ici à l'Oncopole, par le professeur Dupré-Bory. Suivi au niveau dentaire par le docteur Vigarios. J'ai subi une reconstruction par lambeau libre. C'est un bout de mon avant-bras qui a été prélevé pour reconstruire ma langue. On m'a enlevé aussi les ganglions sur le côté droit. Et on m'a prélevé un bout de ma cuisse pour reboucher le trou de mon avant-bras. Ça, ce sont des termes bien médicaux. Je suis restée hospitalisée 15 jours, dont 2 jours en soins intensifs, le temps que la greffe prenne. J'ai une trachéotomie, une sonde nasogastrique pour pouvoir m'alimenter.
Et au bout de 15 jours, je suis sortie un peu amochée, mais reconstruite. J'ai soufflé 15 jours chez moi et j'ai débuté très rapidement un cycle de 30 séances de radiothérapie. Et en parallèle de ces séances de radiothérapie, j'ai entamé le travail qui a été le plus difficile pour moi. C'est le travail avec mon orthophoniste, à savoir j'ai dû réapprendre à donner une mobilité à ma langue, à déglutir, à mâcher et à parler. J'ai repris le travail assez rapidement, au bout de 8 mois après mon opération, d'abord en temps partiel thérapeutique et 4 mois après à temps complet. Alors si je parle si bien aujourd'hui, quand même, au-delà du fait d'avoir été très très bien opérée et d'avoir beaucoup travaillé, c'est parce que j'ai un super dentiste. Et alors, il n'est pas là ce soir, donc j'en profite pour le saluer, le docteur Thierry Verger, à l'Union. C'est un super dentiste parce que c'est le premier qui a vu que ces petits boutons blancs qui tapissaient le côté droit de ma langue n'étaient pas des aftes. Aftes qu'un médecin généraliste m'avait diagnostiqué 1 mois auparavant. Donc moi, mon histoire, elle débute par des photos que j'ai vues là, pas très jolies. Des taches qui sont apparues sur le côté de ma langue, qui n'étaient pas douloureuses, mais qui me gênaient, notamment quand je déglutissais. Et comme je ne suis jamais malade et que je ne vais jamais voir de médecin, eh ben j'ai attendu. Et j'ai attendu 1 mois avant de voir ce médecin. Et comme je suis très impatiente et que quand mon médecin traitant n'était pas disponible au moment où moi je l'étais, j'ai vu un médecin que je ne connaissais pas. Le rendez-vous a duré 6 minutes à peu près. J'ai ouvert la bouche. Il m'a demandé si j'étais fatiguée. J'ai dit oui, je suis fatiguée. C'est le mois de juin. On est toujours fatigué. Et il m'a dit oh bah vous avez des aftes. Ça s'appelle une aftose. Et donc vous allez faire des bains de bouche au bicarbonate de sodium dilué. Et pendant 2 mois, tout l'été, j'ai fait des bains de bouche au bicarbonate de sodium dilué. Et forcément, les aftes ne sont pas passées. Et à la fin de l'été, parce que j'avais pris rendez-vous quelques mois avant chez mon dentiste pour un simple détartrage, je suis allée voir mon dentiste, j'ai ouvert la bouche et aussi rapidement que le médecin m'avait dit ce sont des aftes, lui m'a dit ce ne sont pas des aftes. Il est le premier à m'avoir parlé du mot biopsie, je crois que je n'avais jamais entendu parler. Il m'a donné le nom de 2 stomatos. En me disant qu'il fallait que j'aille vite. Et je suis sortie de son cabinet, je suis rentrée dans ma voiture, j'ai appelé le premier qui était sur la liste. J'ai eu un rendez-vous 15 jours après, ce qui était plutôt, si j'ai bien compris, assez rapide. J'ai ouvert la bouche, une nouvelle fois. Et il m'a dit, aussi rapidement que mon dentiste m'a dit, ce ne sont pas des aftes, il m'a dit, waouh, c'est pas beau. Et donc là, j'ai compris que c'était peut-être un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. Il m'a fait une biopsie directe. J'ai attendu 15 jours de plus pour avoir les résultats qui sont tombés 5 mois après les premiers symptômes. Carcinome épidermoïde bien différencié, mature, infiltrant. Je les connais par cœur, ces 6 mots, parce que quand j'étais très énervée, je les répétais un peu. Voilà, ça c'est mon histoire. Alors, moi je me suis rendu compte, en échangeant avec beaucoup de patients, que finalement je n'avais pas erré beaucoup. Ces 2-3 mois d'errance, c'est pas tellement par rapport à de nombreux témoignages de patients que j'entends, avec lesquels je discute. Et tous ces témoignages ont un point commun, à quelques exceptions près, c'est qu'il y a une très grande errance au niveau du diagnostic. Et il se passe beaucoup de temps avant que le bon diagnostic soit posé. Or, on sait que plus tôt c'est détecté, plus la prise en charge sera simple derrière et moins il y aura de séquelles pour les patients. Moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance. On m'a retiré qu'un tiers de langue. J'ai pas eu de chimiothérapie et on m'a pas arraché de dents. C'est plutôt pas mal. Mais ça aurait été simplement plus compliqué si j'avais pas, dans mon parcours, croisé la route d'un soignant, à savoir mon dentiste, qui était informé et qui a su faire la différence entre un aft et une tumeur. Voilà, donc tout ça pour dire que mon histoire, elle
recoupe tout ce qui a été dit avant, c'est que vous avez forcément un rôle hyper important à jouer dans le dépistage, notamment quand des patients viennent vous voir avec des symptômes qui durent depuis quelques temps, et moi c'était le cas. Voilà mon histoire. Merci Maguelone, merci à toutes. Est-ce que parmi vous, des questions émergent? Est-ce que vous avez une question particulière pour nos oratrices ou moi? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je me dis qu'on doit peut-être avoir maintenant un peu de recul et savoir quoi répondre de façon claire à nos patients qui nous disent qu'ils sont contents d'avoir arrêté de fumer, mais qui ont en permanence la cigarette électronique à la bouche. Est-ce toujours un facteur de risque, aussi grand, bien moindre? Quoi répondre à nos patients et amis, bien sûr? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Alors, on considère que c'est moins grave. Effectivement, la cigarette, le tabac est vraiment ce qu'il y a de pire en termes d'oncogénèse au sein des voies aérodigestives supérieures et ailleurs, parce que vous savez qu'il y a aussi des cancers de la vessie qui peuvent être provoqués par le tabagisme. Il me semble que les pneumologues emploient cette métaphore de dire que quelqu'un qui vapote finalement est quelqu'un qui roule à 130 sur l'autoroute sans ceinture, et en fait quelqu'un qui vapote. Et quelqu'un qui fume, c'est à 300. Qu'en gros, finalement, dans l'esprit des pneumologues, ça reste quand même quelque chose qui est irritant, potentiellement oncogène, mais beaucoup moins puissamment que ne peut l'être le tabagisme. Donc voilà, je crois qu'il faut expliquer aux patients dans leur démarche de sevrage que c'est une étape et qu'il ne faut pas que ce soit un but voilà, c'est une étape dans le sevrage. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez des avis divergents avec ça. On n'a pas d'études pour le démontrer, mais je me souviens de cette métaphore employée par Julien Mazière, c'est le patron de la pneumologie et de l'oncologie thoracique à Toulouse. Globalement, ils ne sont pas favorables au vapotage infini. En revanche, c'est utile pour passer le cap et amorcer sa démarche de sevrage avant de se sevrer aussi de ça. C'est une très bonne question, hein. Le discours que l'on tient aux patients, c'est effectivement ce qui est dangereux dans le tabac, la consommation de tabac. C'est pas tant la nicotine, c'est plus la combustion des cigarettes. Donc, à partir du moment où ils arrêtent de fumer, ils arrêtent la combustion. Et bien sûr, s'arrêter, c'est compliqué. Donc, le relais par la vape, on ne dit pas de e-cigarette, hein, on dit la vape. Et ben c'est déjà un tremplin vers le sevrage. Mais effectivement, utiliser la vape pendant 3, 4, 5, 6 ans, c'est pas une bonne chose parce qu'effectivement, les études sont pas très claires là-dessus. Et il y a probablement une toxicité pulmonaire qui va probablement arriver dans les prochaines années à travers des études. Mais ce qui est sûr, c'est que la combustion, elle n'y est plus. Donc l'effet de chauffe dans la cavité buccale n'y est plus. Donc on limite en effet les facteurs de risque buccaux stricts. Mais après... il me vient un commentaire un peu dans la continuité de ça. On a parlé facteurs de risque, mais il est important quand même de préciser aussi que on voit quand même beaucoup de cancers épidermoïdes, matures, infiltrants, comme le disait Maguelone, chez des patients qui n'ont jamais bu, jamais fumé, et qui ne sont pas non plus concernés par l'HPV. On peut le voir chez des patients des fois très jeunes. On a des patients des fois qui n'ont pas 30 ans, qui ont une vingtaine d'années et qui vont développer un cancer épidermoïde souvent très agressif, de la langue principalement. Puis on voit à côté de ça aussi beaucoup de patientes, mais aussi de patients, mais effectivement il y a quand même plus de dames qui ont un certain âge, 75, voire 80, voire même plus, qui n'ont jamais bu, jamais fumé, qui ont peut-être des facteurs traumatiques locaux, peut-être des maladies précancéreuses évoluées, mais en tout cas, on a quand même une patientèle importante de patients qui développent ce type de cancer, qui ne sont ni concernés par l'HPV, ni l'alcool, ni la cigarette. Ça veut dire que la vigilance, il faut l'avoir pour tout le monde. Pour tout le monde, et pas se dire non, il ne faut pas avoir de filtre et de se dire bon, mais une personne concernée par ces maladies doit avoir tel âge, tel sexe. Non, le profil est malheureusement très large et il faut se méfier de tous. Donc il y a toutes ces lésions de la cavité buccale dont il faut se méfier, tous ces symptômes.
donc qui sont autour, parce que on peut être amené, je vous ai parlé du ganglion cervical, qui est quand même quasiment on considère que c'est à peu près un quart des cancers de la cavité buccale et du pharyngolarynx qui sont détectés. Le premier signe était le ganglion cervical, qui a ensuite conduit à une consultation chez quelqu'un, qui ensuite a conduit au diagnostic. Donc voilà, il y a des symptômes qui sont buccaux, il y en aura d'autres qui vont être ORL, on va dire, tête et cou, mais il faut être à l'affût de tout ça et ne pas hésiter à confier le patient pour une exploration peut-être plus basse. Si vous n'avez pas trouvé une explication aux symptômes dans la cavité buccale, mais que quand même la situation n'est pas claire, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des facteurs de risque d'ordre éthylotabagique, et bien à ce moment-là, il faut peut-être demander à ce qu'on fasse une fibroscopie, un examen un peu plus loin, parce qu'on peut avoir aussi des odynophagies, des douleurs à la déglutition, des otalgies réflexes provoquées par des maladies qui sont un peu plus basses et pas forcément accessibles à l'examen buccal ou oropharyngé. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Oui. Oui, il y a une question au niveau du... Il y en a là aussi. Des personnes qui sont connectées. Donc, est-il possible d'avoir plus d'informations sur le vaccin HPV? Est-il possible de l'avoir à l'âge adulte? Qui peut le prescrire? Donc, je sais pas s'il marche. Donc, habituellement, c'est plutôt les pédiatres ou les médecins généralistes qui suivent vos enfants qui vont prescrire ce vaccin, qui est entre 11 et 14 ans, habituellement, les 2 injections. Oui. Et je pense qu'il y a eu un rattrapage qui est possible vers l'âge de 19-20 ans. Et pour l'instant, il n'y a pas d'indication pour avoir le vaccin à l'âge adulte. Alors oui, j'en connais une, on en connaît une depuis longtemps qui était même antérieure à la prescription, au remboursement du vaccin chez le garçon, parce que longtemps on ne vaccinait que les filles adolescentes et maintenant depuis 2019 c'est filles et garçons. Il y a un rattrapage possible pour la population masculine homosexuelle jusqu'à 26 ans. Voilà, ce sont les recommandations, c'est l'extension d'indication. Mais tu veux dire quelque chose? Et après, en fait, on a un confrère qui travaille beaucoup dessus, en fait, à Paris, qui nous a dit que pour lui, en fait, jusqu'à 45 ans, on aurait un bénéfice à se faire vacciner, même si c'est plus remboursé, par contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de prévalence de ce virus, du papillomavirus, c'est 80%. C'est-à-dire qu'on a 80% de chances dans les pays occidentaux d'avoir été au moins une fois en contact avec ces virus. Donc, ce sont des virus dont l'infection est totalement asymptomatique et qui disparaît en quelques semaines sans aucun symptôme. Donc, on ne sait pas qu'on l'a et on ne sait pas qu'on le transmet non plus. Voilà. Il y avait 2 autres questions, une troisième là-haut, une quatrième. Eh bien, très bien. Peut-être vous pourriez vous lever parce qu'elles ne sont pas toutes pour moi les questions. Bonsoir, je vous remercie pour la qualité de votre présentation ce soir. J'avais une question concernant les patients qu'on pourrait vous adresser. Si on a une suspicion, par exemple, de lésion qui pourrait être en relation avec, par exemple, un déficit du système immunitaire comme un VIH, est-ce que vous jugez pertinent qu'on les envoie d'abord en amont aussi faire un bilan NFS, une prise de sang? Alors, oui, je dirais que ça vaut le coup. Il y a d'autres populations comme les maladies de Fanconi. Il y a des situations où, en fait, il y a des prédispositions, il y a des maladies immunosuppresseurs aussi. Forcément, toutes ces pathologies, ces traitements ou ces pathologies-là qui diminuent le système immunitaire peuvent prédisposer à des lésions de cet ordre. Donc, je pense qu'en cas de doute sur une lésion, il faut référer le patient. Après, faire un bilan ou pas avant, pas forcément, parce que je ne suis pas sûr qu'il sera pertinent, celui que vous avez proposé pour tous, mais en tout cas, au moindre doute, faire une biopsie comme ça vous a été expliqué ce soir, ou adresser le patient, bien sûr, je pense que c'est pertinent. Un mot sur la biopsie, j'ai des amis qui m'ont demandé si finalement il valait pas mieux confier la biopsie pour ne pas avoir à assumer l'annonce du résultat de la biopsie. Cette question est pertinente. Je pense que il faut faire la biopsie comme vous l'avez proposé est une très bonne chose. Ça permet de rassurer une majorité des patients quand même. Et puis ceux qui ne le sauront pas, je pense qu'on peut très bien dire qu'il y a une anomalie des cellules cancéreuses ou bien cellules anormales et que vous allez confier le patient à un service qui prend en charge ce type de pathologie. Je pense que on ne va pas forcément avoir un flot de questions et se retrouver dans une situation embarrassante. Je pense qu'il faut faire la biopsie quand vous en avez la possibilité. On poursuit peut-être ensemble, désolé pour ceux qui n'ont... Bon, voilà, on répondra à vos questions juste à côté. Merci en tout cas d'être venu, merci d'être resté.
Et merci à toutes nos oratrices. Et merci Maguelone beaucoup.